Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous sommes dimanche de 11h30 à 13h30 minutes. Tous les dimanches justement sur Info TV, vous avez rendez-vous avec votre grand débat de la semaine. Libre expression. Ce dimanche, 3 ou 4 sujets nous intéresseront. Nous parlerons tout d'abord de la liberté, de cette journée mondiale de la liberté de la presse qui s'est célébrée le 3 mai dernier sur toute l'étendue du territoire mondial. Question ce matin, au niveau du Cameroun, avez-vous l'impression que la liberté de la presse est véritablement honorée, est véritablement respectée? Liberté de la presse au Cameroun, une réalité ou tout simplement un leurre? On commente et on analysera. Dans le cadre toujours de ces échanges, on fera un tour du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun où justement l'on vient de mettre sur pied une commission de contrôle des dossiers à soumettre au président de l'Assemblée nationale. Du coup, un débat est né ce dimanche dans le cadre de ce programme. On se posera la question de savoir si le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Cavaye Djibril, est véritablement encore à même de diriger cette auguste institution. Avez-vous l'impression que la mise sur pied d'une telle commission est justement une preuve de ce que du côté de l'Assemblée nationale, sur le plan administratif, ça va désormais dans tous les sens. Ce matin, dans le cadre toujours de ce programme, on fera un tour du côté du MRC avec la dernière sortie du président Maurice Kamto. C'était hier où le président Maurice Kamto faisait comprendre de manière claire que si lui, il devient président de la République du Cameroun, il garantira une sécurité au président de la République, son Excellence Paul Biya, mais également à toute la famille du président Biya. Du coup, on se pose la question de savoir si le président Maurice Kamto est tout simplement en train de revoir ses positions ou alors c'est un appel du bal. Un appel de balle à l'endroit du pouvoir en place. Et s'il nous restera encore un peu de temps dans le cadre de ce programme Libre Expression, on parlera également du tribalisme. Un constat a été fait, une montée en puissance du tribalisme ces derniers temps dans notre République, le Cameroun, et nous nous poserons la question de savoir qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel état de choses. Pour en parler avec efficacité, pour en parler avec froideur et surtout avec profondeur ce matin, ils seront essentiellement, presque essentiellement hommes politiques, ils seront juristes, ils seront consultants avec un seul objectif, vous dire la vérité et rien que la vérité. Bienvenue sur Libre Expression et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Monsieur Noir, bonjour. Bonjour à vous, Pafa, ici. Bonjour à tous mes co-panélistes. Je voudrais, en ce dimanche 7 mai, saluer nos militants, nos valeureux militants qui restent incarcérés dans les prisons infestes du régime, notamment à Yaoundé et à Douala, alors même que le groupe de travail sur les droits de l'homme a émis un avis demandant leur remise en liberté immédiate. Et l'on constate que notre pays, qui est coutumier du non-respect des textes internationaux qu'il a librement ratifiés, se refuse d'appliquer cet avis-là, prétendant qu'il n'est pas du tout contraignant. Vous voyez, ces militants-là sont en prison parce qu'ils ont demandé que ceux qui ont détourné les fonds relatifs à la CAN rendent gauche. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde constate effectivement qu'il y a anguille sur roche, que beaucoup d'argent a été détourné. Mais on parle de la presse d'ailleurs, vos confrères, vous parlez de CanGate. Mais CanGate, qu'est-ce que ça produit? Absolument rien jusqu'ici. Personne n'a rendu de compte à qui que ce soit. Aucune action judiciaire. Peut-être que le temps de la justice n'est pas le temps de l'homme politique que vous êtes. En anglais, on dit « justice delayed is justice denied ». Ça veut dire que la justice doit se rendre avec célérité. Lorsqu'on prend beaucoup de temps pour rendre la justice, alors c'est un déni de justice. On ne peut pas commettre des faits il y a plusieurs, 5 ans, 10 ans. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. La même chose pour la Covid, puisque vous savez que lors de ces manifestations-là, pour lesquelles ils sont incarcérés, on a parlé de fonds Covid. Ils sont en prison. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a eu un rapport
quand même, de la Chambre des comptes de la Cour suprême, et qui indexait effectivement certaines personnalités de la République. Peut-être que la Chambre des comptes s'est trompée. Hein? Pour cela, non, on ne peut pas se tromper. On n'a pas me dire que c'est magistrats chevronnés. Ce n'est pas n'importe qui à la Chambre des comptes. Ils ont abattu un travail. Chevronnés. Le fait de mettre leur travail de côté, c'est peut-être la preuve de ce qu'ils se sont trompés. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils ne se sont pas trompés. Je répète encore, ce sont de hauts magistrats chevronnés, à commencer par le président de cette chambre-là. Vous le connaissez très bien, monsieur Abdou. Donc, on ne peut pas dire des choses comme ça. Ils savent exactement ce qu'ils ont écrit. Mais il revient, comme nous sommes dans un pays où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un homme, un seul homme qui s'appelle Paul Biya, il revient donc à ce Paul Biya de leur permettre de poursuivre ces gens-là. Très bien. Merci. Et tout le monde constate que M. Paul Biya n'a pas d'éthique politique. Parce que s'il avait l'éthique politique, quand vous avez des ministres qui sont pointés du doigt, vous respectez votre peuple, la première chose que vous faites, c'est vous remplacer ces ministres-là pour les mettre à disposition de la justice. Monsieur Noir, c'était juste pour vous recevoir. Hein? Je vous accueillais. Donc, oui, effectivement, je suis bien accueilli là. D'accord. Je dois également dire gloire à Dieu. Hein? Je l'ai dit en offre, puisque Monsieur Noir, il sort justement de très loin. Il a eu un accident très grave il y a pratiquement 2 mois. Je pense que vous vous remettez progressivement. Oui, c'est après participation à une émission de télé depuis que j'ai fait l'accident le 20 janvier 2023. Voilà, Dieu, je suis là. En fait, c'est peut-être Dieu qui m'a repoussé pour venir terminer le combat que nous avons commencé, parce qu'il faut que ces vieux-là nous libèrent. Merci, Monsieur Noir. Il est secrétaire général adjoint du côté du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC du professeur Maurice Kamto. Nous accueillons à ma gauche Monsieur Nyek Nyek. Monsieur Nyek Nyek, bonjour. Parfois ici, bonjour, et merci pour cette autre invitation. Je voulais faire une prière ce matin. Oui, elle est banale. Hein? C'est une prière que je voudrais partager avec l'ensemble du peuple camerounais. Celle qui consiste à demander au bon Dieu de nous permettre d'avoir de la lumière, de manière que les instruments de bien-être installés dans ce studio puissent nous servir. Parce que j'ai eu une annonce hier qui disait que pratiquement tout Yaoundé serait dans le noir de 6h à 18h. Je me suis inquiété. J'ai commencé à me prier. En venant ici, j'ai l'impression que ma prière peut être exaucée. Merci beaucoup. Lorsque je l'ai dit, je voudrais quand même dire bonjour à mon frère Noah et lui dire quand même qu'on peut faire la politique autrement. Parce que moi, ce que j'ai écouté hier, c'est vrai qu'on va y arriver, je n'ai pas écouté le président Kamto dire qu'il fera prendre une loi pour protéger les chefs d'État et leurs familles. J'ai entendu que lui, l'individu, va protéger Paul Biya et sa famille. Ça veut dire que lui aussi entend prendre le pouvoir pour lui seul. Et pas aux institutions. Donc moi je dis... C'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Absolument, vous aurez le temps d'en débattre. Pourquoi je ne réponds pas maintenant? On a le temps d'y répondre. Bon, je voulais également lui dire que... On parle de la journée internationale de la liberté de la presse. J'ai l'habitude de me demander quand quoi est fait, comme au quartier, ce qu'est la liberté de la presse. C'est un peu ça. Est-ce que les délits... Parce que les gens disent qu'on sera parfait lorsqu'on va... dépénaliser les délits de presse. Est-ce que les délits de presse sont les délits commis par les hommes de presse? C'est la même chose. Est-ce que tous les hommes politiques en prison sont des prisonniers politiques? C'est un débat que je ne voudrais peut-être pas ajouter à votre... On en parlera également tout à l'heure, rassurez-vous. Puisque quand vous en parlez, je suppose que vous l'avez taquiné nos amis du MRC. Ah non, c'est mes amis. Monsieur Nyek Nyek est également homme politique. Lui, il milite du côté de l'Union des populations du Cameroun, ancien maire de la commune de Makak. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons également Pierre Blériot Nyemek confortablement déjà installé. Pierre Blériot Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à ton panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je m'en voudrais de ne pas souhaiter aux militants du MRC qui sont en prison d'être libérés. Ça, je le leur souhaite. Parce que c'est le jeu de la démocratie. C'est le jeu de la démocratie. Si c'était une punition, je pense qu'ils ont été suffisamment punis. C'était même une mauvaise punition. Et surtout, il y a quand même des têtes de ce côté. Non, je pense à mon frère et ami, le professeur Fogué, que je connais depuis une quinzaine d'années. Voilà un monsieur qui enseigne à l'université. Le fait qu'il soit en prison, est-ce que ça ne crée pas du préjudice aux étudiants? Non. En fait, moi, je vais dépasser le simple cas du professeur Fogué pour dire que cet embastillement a détruit des familles et des espoirs. Vraiment, nous, les hommes qui avons la parole qu'on écoute,
il ne faut pas attendre que votre tour arrive pour dénoncer ce genre de choses. En démocratie, c'est pas fair play. C'est un anti-jeu. Non, c'est un anti-jeu. Je ne vais pas me justifier si je suis du MRC ou pas, mais je dis pour poser une question morale, on n'a pas besoin d'appartenir. Ceux-mêmes qui sont dans d'autres partis, qui approuvent cela, il faut leur dire que le monde peut changer. Il faut leur dire que le monde peut changer. Ça, c'est... Bon, maintenant, les autres jeux politiques, pour le moment, je n'ai pas encore décidé d'appartenir à un parti politique. Parce que je me suis rendu compte qu'ils sont très clivants. Dès qu'on appartient à tel parti, c'est qu'on a les ennemis de l'autre côté. Le peuple camerounais a besoin d'un discours objectif. Et comme vous avez suggéré dans votre entame, nous parlerons aujourd'hui du tribalisme. Tout à fait. Je vais être assez dur avec les autres. Tribalisme au Cameroun, à qui la faute? Oui, avec les principaux auteurs et promoteurs du tribalisme au Cameroun. Maurice Kamto également, hier, a également parlé de ce tribalisme. J'ai cru entendre que lui l'accuse, l'ordre gouvernant, d'entretenir ce tribalisme. Comme je ne vais pas faire le débat avant le débat. On en parlera. Merci Pierre Blériot-Niemet, qui n'est plus à présenter. C'est le consultant permanent sur Info TV. On aurait dû être également avec un dernier invité. Il s'agit de M. Dassy du journal Le Messager, qui a pourtant confirmé sa participation. Nous osons croire qu'il nous retrouvera dans le cadre de ces échanges, le temps d'une transition. On dira merci à Jean-Bruno et Fangona pour cet éditorial. Bon dimanche, Jean-Bruno. Nous prenons le premier sujet inscrit donc à l'ordre du jour, ce sujet qui porte sur la journée mondiale de la liberté de la presse, comme nous vous le disions en ouverture, qui s'est célébrée le 3 mai dernier. Je commence par l'Omer Nyek. Monsieur l'Omer, lorsque vous observez la presse camerounaise, et si on vous posait la question de faire l'état du lieu sur cette presse camerounaise dans son volet liberté, que diriez-vous? Parfois ici, c'est une question assez délicate. Lorsqu'on observe un secteur, il faut commencer par la législation qui régit le secteur. Et le constat qui est fait, c'est qu'il est très facile de créer un journal, presse écrite. L'autre constat également, c'est que c'est très difficile d'obtenir sa licence pour la télévision et la radio. Très compliqué. Ça, c'est un constat. Hein. À partir de là, on ne peut plus dire que la liberté de la presse n'est pas un leurre. Première chose. Ça veut dire qu'en réalité, on vous tolère, vous n'êtes pas libre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'autorisation formelle d'exercer, vous êtes dans ce qu'on appelle comme la tolérance administrative. Dès lors, vous êtes dans le régime de liberté. À tout moment, on peut légalement vous demander d'arrêter. Là où nous sommes là, la loi permet qu'on demande d'arrêter l'émission parce que nous n'avons pas de licence pour exercer le métier. C'est ça le problème. Donc, de ce point de vue-là, il faut être clair là-dessus. Il y a des sérieux problèmes. Il faut dire que pour les chaînes de télévision, cette licence-là, il faut avoir versé 100 millions de francs CFA. Nous disons la même chose. Et pour les radios, c'est 50 millions. Nous disons la même chose. Maintenant, lorsqu'on regarde de façon factuelle le paysage médiatique lui-même, on se rend quand même compte que j'ai l'impression qu'il y a plus de journaux écrits que de partis politiques. Tout le monde, c'est des choses qui se ressemblent. Autant il est facile de créer un parti, autant il est facile de créer un journal. Mais maintenant, le problème se trouve ailleurs. Il y a quand même des canons sans être journalistes qui doivent être remplis de manière qu'on puisse parler de liberté. En ce moment-là, on parlera. Est-ce que la presse en général, qui exerce un métier de service public, est accompagnée comme les autres métiers de service public? On répond facilement non. Malheureusement. Je prends un exemple. Lorsqu'en 1964, le Cameroun a fait le point sur son économie, il s'est rendu compte que l'économie était complètement entre les mains des Pakistanais, des Grecs et autres. On a décidé de créer des hommes d'affaires camerounais. Tout le monde sait ce qui s'est passé à l'époque, qui n'a pas trop changé. Les chapitres 94 ont continué à alimenter ce processus de mise en œuvre d'une politique nationale qui concourt à créer des véritables hommes d'affaires, même si on n'a pas réussi. Il me semble que normalement, l'accompagnement de la presse, que je ne voudrais pas confondre à l'aide de la presse, parce que pour moi, dire connaître quelqu'un, c'est un sentiment. La pitié, pour moi, c'est un sentiment qui n'est pas noble. La presse nous rendant un service public, il faudra qu'on l'accompagne. Comme on accompagne les autres secteurs d'activité, ce n'est pas le cas. C'est un autre pan. Là, on tire la conclusion qui va de soi, que ce n'est pas ça. Maintenant, l'autre problème, c'est au niveau, je peux dire, l'accès à l'information. Vous savez bien que nous avons des lois qui disent que l'entrée est libre, mais il faut faire la demande d'entrée. C'est-à-dire, on vous dit, il y a un match Cameroun-Togo, l'entrée est libre.
Mais on vous dit qu'il faut aller déposer une demande d'entrée. C'est autant de choses que, pour couvrir un événement, je ne dis pas qu'il ne faille pas s'enregistrer, mais il semble que c'est un parcours de combattant pour avoir accès à certains événements. Et donc, l'accès à l'information n'est pas toujours égalitaire, n'est pas juste. Cet ensemble de choses nous amène à conclure que bien que des pas sur le plan de la légalité aient été franchis, le Cameroun est encore au niveau, je peux dire, les Français disent la connaissance commence par la vie de l'ignorance. Le Cameroun doit avouer que nous ne sommes pas encore dans un processus de liberté et faire ses classes. Et donc, pour vous, on ne saurait parler de liberté de la presse au Cameroun? Non, pour le moment, non. Merci beaucoup. Monsieur Noir, à votre avis, avez-vous l'impression qu'il y a quand même eu des avancées? Lorsqu'on parle de liberté de la presse au Cameroun, certains donnent souvent des statistiques. Je pense que Niek Niek l'a dit tout à l'heure. Au niveau de la presse écrite, un peu plus de 400 titres. Au niveau des radios, un peu plus de 100 radios. Au niveau des télévisions, un peu plus de 50. Et pour beaucoup, c'est un signal, c'est un indicateur de la liberté de la presse dans ce genre de pays. Vous saviez, ce n'est pas parce qu'il y a 1000 partis politiques qu'il y a démocratie. De la même manière, ce n'est pas parce qu'il y a 600 organes de presse qu'il y a effectivement liberté de presse au Cameroun. Il faut savoir que le pouvoir en place, d'ailleurs illégalement en place, il faut insister dessus. Illégalement comment? Illégalement parce que celui qui est le président de fait a été nommé par un conseil constitutionnel qu'il a lui-même nommé quelques temps avant. Il y a bel et bien eu une élection. Les résultats ont été donnés par le Conseil constitutionnel. Vous et moi savions que cette élection a été très fraudée. Sinon, il ne serait pas là. Le président, vous le connaissez, c'est Maurice Kamto. Là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire l'histoire a retenu. C'est très grave ce que vous dites, monsieur. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. L'histoire a retenu, c'est un fait. Nous sommes et on discute dans pas la les faits. romantique, là. On constate les faits. Monsieur Noir, nous parlons de la liberté de la presse au Cameroun. Donc, je disais, le régime illégalement en place utilise des leurres. C'est-à-dire que ils vous font croire une chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Sur la scène internationale, certains, lorsque vous leur parlez de la situation du Cameroun, ils vous disent que mais, le Cameroun va bien, tout va bien, il y a démocratie, il y a ceci. Parce que c'est ce qu'on leur vend. C'est ce que le régime légalement en place leur vend. L'illusion de la liberté de la presse. Ça, c'est exactement ça l'expression, l'illusion de la liberté de la presse. Parce que, voyez-vous, toutes les lois qui promouvaient la liberté, les lois de 90, sont en train d'être piétinées par le régime. On est en train de faire un mouvement largement en arrière. Quelle que soit la loi de 90 que vous prenez, notamment celle de la presse, il est de plus en plus difficile d'ailleurs de déclarer un journal. Surtout lorsque l'on sait votre sens critique envers le pouvoir illégalement en place. Mais si vous êtes amis, copains avec eux, non, tout de suite, c'est pourquoi vous voyez certains ont 3, 4, 5 titres de journaux. Non, c'est parce qu'ils tirent, ils parlent en faveur du régime. Mais pour celui qui a une attitude critique, on ne peut pas. Il ne peut pas avoir autant d'organes de presse, ce n'est pas possible. Et les lois sont utilisées contre les journalistes. Il vous souvient, il y a peut-être 3 ou 4 ans, je peux me tromper sur les dates, qu'un journaliste qui était un collaborateur de RFI avait été pris dans le cadre de la loi contre le terrorisme. Alors qu'il exerçait effectivement la mission de journaliste, le travail de journaliste. Comment se fait-il qu'il parte de journaliste à se retrouver, être étiqueté terroriste et être traduit par devant un tribunal militaire? Ouazizi qui a été tué, n'était-il pas journaliste? Est-ce que le fait d'informer le peuple sur ce qui se passe dans les régions anglophones est un crime? Est-ce un délit? Est-ce que le journaliste ne doit pas le faire? Non, le journaliste doit le faire. Il doit informer le peuple. Parce qu'il faut savoir que le droit à l'information, c'est un droit fondamental, à moins que me trompe, monsieur le maire. C'est un droit fondamental. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être informé. Et qui nous informe? C'est la presse.
chacun d'entre nous doit se transformer en journaliste. Donc nous dépendons des journalistes pour avoir l'information. Il parlait tout à l'heure de l'accès à l'information. Est-ce qu'au Cameroun, les journalistes peuvent ont facilement accès à l'information, notamment quand il s'agit des services publics? Voyez-vous, il est plus facile pour un journaliste étranger d'accéder à la présidence de la République que pour un journaliste camerounais. Pourquoi on déteste autant le pouvoir? Pas nous, c'est le pouvoir qui déteste autant la presse camerounaise. Je voudrais vous rappeler que le Cameroun est classé 138e dans le rapport de Reporters sans frontières. Sur 180 sur pays. 180 pays. Ça veut dire que nous sommes parmi les bons derniers. Mais on est premier en corruption, pourtant. Oui, on est premier en corruption. Nous étions premiers en corruption. Ah non, laissez les mots. Il faut dire la réalité là, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes toujours premiers. Il faut pas parce qu'on cache les choses. Nous sommes premiers. Il n'y a jamais eu plus de corruption qu'avant que maintenant là. Il y a beaucoup plus. Donc je disais, le Cameroun doit arrêter d'être une illusion. Il faut que la presse puisse informer les Camerounais. Et pour ça, la presse a besoin de gages. D'abord, sur le plan juridique, il faut la stricte application des lois. Et il ne faut pas que le régime légalement en place utilise les lois pour contrôler la liberté de presse, pour restreindre la liberté de presse. Et il y a aussi un phénomène, on ne peut pas parler de liberté de presse sans évoquer, n'est-ce pas, l'aspect économique. L'aspect économique, c'est-à-dire le traitement des journalistes, qui peut les empêcher de bien faire leur travail. S'ils ne sont pas bien rémunérés par les patrons de presse, alors ils ne feront pas très bien le travail et le peuple ne serait pas informé. Très bien. Merci, Roger Justin Noir, pour votre intervention. Pierre Blériot-Niamec, Roger parle justement de l'aspect économique. Nous allons être un peu plus clairs. L'aspect de la survie, les journalistes au Cameroun, pour bon nombre d'entre eux, tirent le diable par la queue. Ils travaillent dans des organes de presse sans salaire, ou alors des salaires extrêmement bas, des journalistes qui ne sont pas affiliés à la CNPS, des journalistes finalement donc qui sont dans la misère. Alors, est-ce qu'un journaliste qui travaille dans ces conditions hyper difficiles peut faire montre de liberté dans le cadre de l'exercice de son métier? Mais rapidement, avant qu'il ne parle, il faut laisser les gros mots là. Oui. Il faut dire aux Camerounais que la plupart des journalistes ont faim. Ils n'ont pas d'argent. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est noir. Vous ne m'aidez pas à modérer ce débat. Il faut dire ça comme ça. Ils n'ont pas de bon salaire parce qu'on ne paye pas. Parce que les patrons de presse qui n'ont pas d'accès de ressources, ils ne sont pas soutenus par l'État qui devrait soutenir, comme on voit dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire. C'est compris, monsieur Noir. C'est Pierre Blériot-Niamec qui a la parole. Allons-y, Pierre Blériot. La liberté d'un homme, tout comme d'un groupe humain, est fonction de la dignité que ce groupe se donne, de sa noblesse et de sa responsabilité. Les journalistes ont le traitement qu'ils méritent. Ah bon? Clairement. Les enseignants ont le traitement qu'ils méritent. Vous allez commencer à sourire maintenant. Les magistrats ont le traitement qu'ils méritent. Vous voyez, ça devient beau. Les douaniers ont le traitement qu'ils méritent. Les hommes des impôts ont le traitement qu'ils méritent. C'est encore plus beau. Voilà. Donc c'est chacun qui donne un nom à son sac. Tu peux décider que ton sac s'appelle sac poubelle. Un autre dit sac de sortie, sac, ainsi de suite, quelle que soit la nature du sac. L'autre dit sac d'argent. Sac d'argent. Quand vos pères, PAIRS, ont obtenu de haute lutte des avancées et qu'aujourd'hui, vous avez vendu ces avancées contre des miettes, vous allez subir et continuer de subir le mépris de l'autre. C'est encore des journalistes qu'on utilise pour terroriser d'autres journalistes. En général, des gens qui ont raté leur carrière de vie, parce que le Cameroun est conçu ainsi. On s'assure que vous ratiez votre carrière de vie. Ensuite, on vous met le chef au-dessus de ceux qui construisent leur carrière. Vous êtes donc quelqu'un qui n'a pas d'autre réflexe que des réflexes de brimade.
faut bien observer ça. Vous n'avez que des réflexes de brimade. On vous choisit bien pour le job. Mais nous sommes tellement peureux que nous ne comprenons pas que la liberté est la vertu des grands hommes. Même lorsque vous êtes dans les fers, si vous êtes un esprit noble, vous êtes libre. Jean-Paul Sartre disait que la France n'a jamais été aussi libre que sous la domination allemande. Les hommes libres sont libres même en prison. Même dans les fers, ils sont libres. Ceux que vous voyez là, qui donnent l'impression d'être libres parce qu'ils mangent, ne sont pas libres. C'est leur panse, le ventre, qui est libre. Mais leur humanité n'est pas libérée. Quand l'humanité est libérée, on est libre, même si on vous attache. Donc la presse a permis déjà à des marchands d'entrer au temple. Ils vendent. Vous avez beaucoup de DP qui font tout le contraire de ce qu'il faut faire. Prenons le dernier exemple lors de l'assassinat de Martinez Zogo. Vous aviez bien des confrères qui vous disaient qu'ils n'ont rien à faire avec cette affaire. Rien, ce n'est pas leur affaire. Et c'est eux qui faisaient paraître le plus grand nombre de journaux. C'est eux qui sont dans les couloirs. Et vous autres qui défendez le bien, vous n'avez rien fait pour détruire les méchants. Vous pensez toujours que c'est Dieu qui viendra libérer les hommes. Non, il y a un petit travail que les hommes doivent faire, tuer les méchants. Non, vous pensez, on est là, vous pensez que les méchants vont finir, Dieu... Non, il nous a donné la possibilité de détruire les méchants. Donc la presse est infestée de l'intérieur, comme beaucoup d'autres domaines. Nous parlerons des partis politiques. La technique qui a été utilisée, c'était de créer une quantité de mauvais groupes de presse qui viendraient annihiler les efforts qui ont été consentis par ceux qui ont même donné leur vie. Les lois de 90 que vous revendiquez aujourd'hui, vous avez déjà pris quel risque pour en bénéficier? Vous savez les risques que les autres ont pris? Aujourd'hui, regardez comment les grands journalistes sont dociles. C'est eux qui tuent l'avenir de la presse. La liberté ne doit pas être donnée par quelqu'un, elle doit être arrachée. Et lorsque vous attendez donc, a hungry man is an angry man. Un homme qui a faim est un homme nerveux. Vous devenez donc nerveux, irritable et tout, comme si c'est quelqu'un qui devait venir vous donner ce à quoi vous avez droit. Vous êtes en train de prôner un discours révolutionnaire à l'endroit de la presse. Il n'y a aucune liberté pour celui qui attend qu'on vienne le soulever de là où il est couché. Vous pensez que les hommes de médias, qu'est-ce qu'ils doivent faire de manière concrète? Les vrais hommes de médias doivent refuser de jouer les faux jeux. Ils doivent prendre la place des hommes de médias. C'est un pouvoir. Ce n'est pas encore, c'est un pouvoir. Pourquoi les autres ne négocient pas? On va arriver sur le pan maintenant. Non seulement il est président de l'Assemblée nationale, mais il a aussi des listes de gens qu'il inscrit dans les autres administrations. Et vous avez quoi? Un journaliste ne peut même pas faire nommer quelqu'un. C'est un pouvoir. Et ce pouvoir-là doit exister indépendamment des autres pouvoirs. Merci beaucoup. On dit qu'on aide un pouvoir. Vous avez déjà entendu qu'on aide quelqu'un qui a un pouvoir? Un homme qui a un pouvoir discute d'égal à égal. Ailleurs, les hommes politiques ont peur des hommes de la presse. Ailleurs. C'est-à-dire avoir un problème avec un journaliste ailleurs, c'est vous mettre en difficulté. Il faut bien vous tenir. Ailleurs, les journalistes mènent tout type d'enquête sans être menacés. Ici, on a réduit en peau de chagrin votre expansion. C'est ceux qui n'ont pas fait votre métier qui se permettent souvent de vous dire ce que c'est que votre métier. Et vous avez parlé des licences. Il y a des patrons de presse qui ont voulu payer ces licences. On leur a dit non. Ouais. Vous ne payez pas. Parce qu'on sait que si vous payez... Il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur votre crâne. Alors, vous avez cru qu'il fallait accepter cette situation. Quelqu'un qui vous dit de mettre votre fille à l'école et qu'elle ne paye pas, c'est qu'il veut aller avec votre fille. Tout le monde doit payer. Merci beaucoup, Pierre Blériot, hein, pour ce point de vue. D'accord. Alors, nous faisons un dernier tour de table concernant ce sujet. Monsieur le maire Nyek, il y a un aspect quand même au niveau de la presse, pour moi, qui reste fondamental. C'est ce que nous appelons la redevance audiovisuelle.
elle n'est versée qu'à la chaîne publique, la CRTV. Et pourtant, c'est une redevance que tous les travailleurs camerounais payent. Alors, que faisons-nous de la presse privée, elle pourtant qui abat également un travail d'utilité publique? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a converti ça en aide à la presse. Et monsieur, mais vous dit de refuser l'aide. Oui. Imaginez à l'instant qu'on vous dise que vous avez... L'année dernière, elle était de 56 millions pour toute la presse. Qu'on mette même 500 millions, que vous disiez que vous ne la voulez pas. Parce que sur le principe, on ne doit pas vous aider. En Côte d'Ivoire, la subvention est de 2 milliards. Il va avoir un choc. Mais moi, ce que je dis, lorsqu'on instaure un impôt, je rappelle que l'impôt est le domaine de la loi. Lorsqu'on instaure un impôt, ça ne peut pas être un impôt qui est fixé sur quelqu'un. S'il y a une redevance audiovisuelle qu'on doit payer, si nous sommes d'accord parce que c'est une loi, il faut qu'elle serve vraiment à l'audiovisuel. La CRTV, pour ne pas la nommer, n'est pas l'audiovisuel camerounais, c'est un média parmi tant d'autres. Donc, mais je ne suis pas certain non plus que tout ça est reversé à la CRTV. Oui, c'est ça le problème, je ne suis pas certain que tout ça soit reversé. Parce que sinon la CRTV ne serait pas ce qu'elle est. Pour nous qui avons la chance d'y faire un tout de temps en temps, je dois dire que c'est vraiment délabré de ce côté. C'est-à-dire que tout l'argent que nous imaginons qu'on leur donne n'est pas toujours... Qui leur donne ça? Bon, mais comment ça ne leur donne pas? Il est reconnu au Cameroun que c'est la CRTV seule qui perçoit la redevance. Non, qui bénéficie de la redevance audiovisuelle, même pas qui perçoit tout. Elle perçoit que c'est elle qui perçoit. Qui d'autres dont perçoit? Maintenant, la redevance est collectée et reversée au trésor public. Au nom de l'unité de caisse, ça peut servir à tout et à rien. Donc évidemment, une quote part et un peu la plus congrue d'ailleurs à la CRTV entre autres. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat c'est que, comme je vous dis, chaque pays a la presse qu'il mérite. Nous voulons une presse responsable, il faut deux choses. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Il faut d'abord qu'il y ait des hommes de presse. C'est-à-dire ceux qui structurent leurs entreprises de presse. Véritablement. Bien structurées. Et un gouvernement qui entend accompagner un service public rendu par cette presse. Lorsque les deux se mettent ensemble, on discute. Lorsque vous créez une entreprise, comme ailleurs, et que vous lancez un appel à candidature pour avoir le manager, lorsque vous le recrutez, il y a deux conditions. Vous lui faites atteindre et il vous demande les moyens. Lorsque les deux sont mis ensemble, vous vous engagez à auditer à un moment venu, à évaluer. Lorsque les deux ne sont pas mis ensemble, vous perdez votre temps. À quel moment le Cameroun a décidé d'avoir sa véritable presse qui est responsable, qui informe, qui éduque, mais qui va également la bonne image du Cameroun? Parce que pour moi, dans informer et éduquer, il y a quand même de critiquer. Si le Cameroun veut de cette presse-là, elle vient demain matin. Elle vient demain matin. Mais on n'en veut pas. Je vous ai dit au départ que nous avons créé un cirque et la presse participe du jeu. C'est pour ça que vous allez voir que les enseignants ont, comme le dit mon frère Yemek, ceux qui matent les enseignants sont enseignants. Et il n'y a aucun administrateur civil qui dérange la presse. Le CNC, c'est comme ça que vous appelez ça, le CNC. Oui. C'est bien un élément des journalistes. On en parlera tout à l'heure. Donc le problème, c'est pas là-bas. Le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on décide, comme dans tous les domaines. Le président Biya dit transformation sur l'économie. Il a dit non. Ça veut dire qu'on n'est plus une économie de rente, on va transformer pour créer une plus-value, créer des emplois, la richesse nationale, c'est bien. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas les autres segments dans ce dont la presse. Donc il convient aujourd'hui de mettre sur pied une nouvelle vision de la presse responsable dont nous avons besoin et qu'on appelle tous nos voeux. Très bien, merci beaucoup. Roger Noir, parlons justement du Conseil national de la communication, hein, le CNC au Cameroun. Lorsque vous observez ce travail du Conseil national de la communication, avez-vous l'impression que ce Conseil national de la communication a été véritablement est venu combler les attentes des Camerounais et surtout les hommes de médias dans notre pays? Beaucoup estiment que le CNC est un peu plus un conseil de répression que de sensibilisation. Il faut d'abord dire que la presse a besoin, en son sein, d'une structure d'autorégulation. Tout à fait. Et en l'ensemble de celle-ci, on a mis en place le CNC qui essaye, à notre entendement, de réguler le fonctionnement de la presse dans
l'aspect des publications, des programmes qui sont mis à la disposition du public. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est dans ces missions de recadrer les hommes et femmes des médias qui sortent, n'est-ce pas, du cadre juridique qui a été mis en place. Sauf que tout le monde observe qu'il y a une sorte de défiance envers les décisions de cette CNC-là. Défiance venant de qui? Défiance venant des patrons de certains patrons de presse. Certains. Ah Oui, bon? j'ai dit certains patrons de presse qui n'acceptent pas, refusent délibérément d'appliquer Ça, c'était avant. les décisions. Non, c'était pas avant. Non, c'était avant. Même maintenant. Non, même c'était maintenant, avant. Je sais de quoi je parle. Non, même maintenant, je veux prendre des exemples. Oui, prenez un exemple maintenant. Je veux prendre des exemples. Maintenant, Il y a, oui, nous avons porté plainte, nous MSC, pas 2 fois. Entre autres, Contre quel organe de une presse? chaîne de télévision que vous connaissez, qui, Et il y a plusieurs chaînes qui de propage. télévision au Il y en a Cameroun. une où on avait demandé d'éradiser les régions anglophones, donc ça vous remet. Je ne veux pas Il y a 7 ans. citer. Je ne veux pas citer. Non, laissez-moi terminer. Alors, récemment, ils ont fait un reportage. Et nous avons effectivement porté plainte. Il y a eu suspension de celui du présentateur de cette émission, mais ça n'a pas été appliqué. Récemment encore, je pense il y a 2 mois, ou quelque chose comme ça, nous avons porté notre plainte, toujours contre ces médias, sur une autre affaire. Non seulement la peine était presque unique, mais elle n'a même pas été appliquée. Et il y a eu des publications, des organes de presse écrite qui avaient été sanctionnés, mais qui ont continué à apparaître. Les journalistes sanctionnés ont continué à écrire. Je voulais décider non. Oui. Donc je ne parle pas des affaires de 2021, non, je parle des affaires 2022 et 2023. Donc, ça veut dire que c'est une structure qu'on a voulu peut-être faible. Toujours dans l'optique de vendre l'illusion. Et moi, je pense que la presse, comme dans certains pays, notamment dans les pays anglo-saxons, doit se prendre en charge. Mettre en interne une structure d'autorégulation. Parce que de temps en temps, il y a des brebis galeuses. Et il faut pouvoir recadrer ces brebis galeuses pour que les choses aillent bien. Mais Ensuite, au Cameroun, il y a un gros souci. Et qui est dangereux pour la liberté de la presse. Nous avons de plus en plus de journalistes en prison. J'ai parlé de certains qui sont décédés, qui ont été assassinés. Le cas le plus récent, tout le monde le connaît, Martinez Zogo. Il y a de plus en plus de journalistes en prison. Je pense, j'ai lu un DP qui serait convoqué, qui a été convoqué dans un... Régine Touna. Oui, voilà, la direction régionale de la police judiciaire. Madame Régine Touna, la directrice de Voilà. publication de Repère. Et voilà. Ça veut dire que... Il faut également dire que Stanislas Tchoua, et qui est également directeur de publication de l'Albatros, est également incarcéré. Voilà. Par fait, c'est qu'il vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Ces cas-là, c'est des cas de délit de presse. Et ça me fait penser, avant de continuer, une affaire rocambolesque qui avait impliqué, je crois, M. Dobiono. Où, pour une fois, on a observé une célérité extraordinaire dans la justice. C'est-à-dire que l'audience s'est déroulée d'une manière accélérée jusqu'au matin pour qu'on finisse avec ça. Je me suis dit, attends, donc, on peut même juger des affaires comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour toutes les affaires? Voilà une capacité, il s'agissait d'un délit de presse. Et c'était juste ce qui était là. Je dis non. Il faut que le Cameroun, qui se refuse à appliquer les textes internationaux, commence à le faire. Très bien. Et en nous demandant, et c'est quand nous le disons, c'est un rappel. Parce que le Cameroun est signataire du pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Et en même temps, de la Charte africaine des droits de l'homme. Et dans ces deux textes-là, il y a mention de la dépénalisation des délits de presse. Or, ce n'est pas le cas au Cameroun. Le Cameroun, pourquoi le Cameroun est 138e? Parce qu'il y a de plus en plus de journalistes, il y a oppression délibérée, organisée des journalistes au Cameroun. Tant que vous n'êtes pas en train d'encenser le régime, eh bien, on tire sur vous de toutes les manières possibles. Si ce n'est pas les menaces des ministres qui peuvent vous dire qu'ils peuvent vous envoyer les abeilles à tout moment, c'est les tribunaux. Merci beaucoup. Hein. Roger, Papa ici. Oui, en quelques secondes. Vraiment, merci beaucoup. Blériot prendra la parole. Je voulais dire qu'il faut qu'on fasse la part des choses. À quel niveau? Les demi-phrases sont porteuses de conflits. Lorsqu'on dit qu'un journaliste est incarcéré, ce n'est pas interdit. Je suis désolé. Et ce qui sont interdits pour les délits de presse, si c'est le cas, on en parle. Si j'en parle, c'est pas je vous ai dit, non, je vous ai dit au départ. Moi, je ne parle que de ces cas-là. Je vous ai dit au départ. En ce qui me concerne. Que les journalistes en prison ne le sont pas toujours pour les délits de presse. Lorsqu'un journaliste se met à attaquer à la vie privée de quelqu'un, s'il escroque, il ira en prison, mais en tant que journaliste, il sera pour ça. C'est comme je vous dis des hommes politiques. Est-ce qu'un homme politique en prison est un prisonnier politique? Non. Il faudra bien qu'on sache. Qu'est-ce qu'on veut dépénaliser? Et c'est les délits de presse. On a parlé des délits de presse. Il faut préciser dans ça. Parce que généralement, moi je prends mon cas personnel, puisque vous voulez qu'on en parle. La semaine passée, j'étais volontairement, non? Qui est arrivé chez moi et qui m'a dit qu'il avait des photos complètement pour moi. Je lui ai dit, je me suis sorti de chez moi à les publier. Il m'a dit non, comme on est trois, ça fait 1,5 million. Je l'ai bien tabassé. Oui. Il s'agit de quel journaliste? Je ne vous donnerai pas le nom. Mais pourquoi vous ne donnez pas le nom? Je ne donne pas le nom. Parce que... Vous êtes donc complice de ce genre de pratique? Non. J'ai géré le problème à mon niveau. Il est de quel organe de presse? Il est dans la presse écrite. Je ne donnerai pas le nom de l'organe. Mais il a pris tellement de coups de poing que je m'attendais à ce qu'il me porter plainte. À la presse, il m'appelait pour dire, non, grand frère, toi tu es violent. Moi, ce n'est pas ce que je lui fais. Donc, il y a bien des gens dans la presse. Non, il faut qu'on soit sérieux. Autant nous disons que ceux qui ont des véritables entités de presse doivent t'accompagner. Autant qu'il faut qu'on expulse de ce corps que nous respectons. Nous sommes d'accord. Des éléments qui n'en valent pas la peine. Tout à fait. Pierre Blériot, et c'est justement, je voulais terminer par cet aspect des choses, hein, mais bon, Lomé-Niek m'a dévancé. Autant nous sommes d'accord que nous devons défendre la presse, nous devons défendre les hommes de médias, mais ce qui n'est pas aussi temps de sensibiliser certains hommes de médias. Parfois, nous avons l'impression qu'ils font tout sauf du journalisme. Oui, mais vous n'y parviendrez pas. L'État infiltre tous les domaines. Même ceux qui sont des ordres, comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, on infiltre et on y met des gens, je vous ai dit, l'un des critères en fin de carrière, c'est que vous ayez raté votre vie. Mais quand vous êtes en pleine carrière, c'est que vous soyez un médiocre. On s'assure toujours depuis un certain temps au Cameroun que le chef des autres, de ses pairs, soit un médiocre. Et je vous assure, les médiocres savent protéger leur poste. Ce n'est pas comme vous. Vous ne savez pas. Quand quelqu'un est médiocre, il anticipe. Il sait ce qu'il faut faire. Donc, vous n'y parviendrez pas. Donc, il est compétent dans la médiocrité. Il est compétent dans la médiocrité. Donc, il a suffisamment de ressources. Vous êtes du monde de la presse. Vous savez quel genre d'épée on le vend en poupe. Donc c'est connu, vous allez faire comment? Maintenant, est-ce que vous autres qui restez avez la décision de vous désolidariser des mauvais confrères, des confrères? Vous mettez un trait d'union. Entre les frères et les cons. Parce que ce qui est dangereux chez les cons, c'est qu'ils font toujours un usage abusif de la connerie. Il y a le con malgré lui et il y a le con fier de l'être. Et dans le cas de la presse, les confrères jumellent les deux qualités. Le con malgré lui et le con fier de lui. Merci, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce dimanche concernant donc la liberté de la presse et cette journée qui s'est justement célébrée le 3 mai dernier, le temps d'une transition.
Bien entendu, nous ne parlons plus de l'éditorial en ce moment. Nous avons le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour qui nous amène du côté de la Chambre basse du Parlement camerounais. Il s'agit donc de l'Assemblée nationale avec cette création d'une commission de contrôle des dossiers à soumettre au président de l'Assemblée nationale. De manière substantielle, Sylvestre Nyek, le communiqué qui a été signé par le chef de cabinet fait comprendre que dorénavant, les documents à soumettre au président de l'Assemblée nationale vont être passés au peigne fin et c'est une commission qui essaiera de voir qu'est-ce qui est important à soumettre au président de l'Assemblée nationale. Ils ont constaté qu'il y avait des documents de plus en plus inauthentiques de ce côté. Avant de parler de manière un peu plus précise de ce fameux communiqué, moi je voudrais que vous essayiez de poser un commentaire sur notre président de l'Assemblée nationale. Certains analystes s'accordent à dire que de plus en plus, il brille par une inefficacité criarde. Parfois, ici, le respect que je dois à l'institution me met en devoir d'éviter de parler de l'individu. Mais je parle de l'institution. Je commence par le fait que ce n'est pas le chef, c'est le directeur de cabinet du PAN. Il s'agit de sa propre incompétence. Je rappelle. Lorsqu'on structure une institution de manière que vous ayez à la fois un secrétariat général qui gère le côté administratif et un directeur de cabinet qui gère en réalité vos dossiers, je comprends très peu que ce monsieur de demander désormais qu'on lui apporte les dossiers. Créer une commission. C'est ça le danger. C'est un incompétent. Et c'est le danger lorsqu'on veut travailler justement avec ses frères. Je rappelez-vous qu'il y avait un secrétaire général qui était très compétent à l'Assemblée nationale. On l'a foutu dehors. Vous voulez parler de qui? C'est pas ce nom qui m'intéresse. Vous voulez parler de M. Gaston Comba? Absolument. Oui. Ancien député lui-même. Oui, bien sûr. Vous avez un gars qui maîtrise les gestes parlementaires, qu'on est l'Assemblée nationale, qu'on a également l'administration, vous le foutez dehors pour vous entourer de vos cousins, de vos neveux. C'est ça le problème. Maintenant, le cousin a commis la gaffe de dire que son oncle est... Sénile. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est amnésique tout au moins. Il dit que son oncle bien est sûr, sénile. bien sûr. C'est ce qu'il a Parce dit. que je rappelle qu'en temps normal... Donc, il dit qu'on fait signer les choses à son oncle, son oncle c'est de ça qu'il comprend est pas. question. C'est ce qu'il dit en termes C'est ce qu'il simples. dit. Et c'est du coup, c'est de l'incompétence. Il doit nous éviter ce genre de comportement. Le président d'une institution, lorsqu'il a un dossier, il le cote automatiquement. S'il peut le lire, il cote avec instruction. S'il ne peut pas, ou il ne veut pas, ou il ne peut plus, il cote. Vous comprenez? Au secrétaire général. Lorsqu'il revient, il peut le renvoyer sur le directeur de cabinet pour voir effectivement de façon familiale, ça doit être fait. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut que les gens apprennent à démissionner à un moment donné. Le directeur de cabinet vient de clamer où il faut son incompétence, parce qu'en fait, il est là pour protéger le PAN. Maintenant, il affiche. C'est lui qui nous dit que le PAN est amnésique, c'est lui. Est-ce qu'il a été recruté pour ça? Il y a un problème. Maintenant, le conseil qu'on peut donner en termes de commentaires, c'est que les institutions vont valoir chaque jour ce qui les dirige. Voilà. L'Assemblée nationale fonctionne-t-elle bien? Non, je pensais que ça fonctionnait. C'est un problème de loi qui passe tous les jours. Maintenant, on nous dit, pas on, le directeur de cabinet dit que son oncle est sénile. Merci. Justin Noir, lorsque vous regardez le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans son volet administration, certains documents qui émanent de ce côté. On a vu à un moment donné des correspondances venant du président de l'Assemblée nationale adressées à notre président de l'Assemblée nationale du côté de la Centrafrique, un document qui est devenu viral à cette époque au niveau des réseaux sociaux. Beaucoup se sont insurgés de cette manière de fonctionner. Alors, avez-vous l'impression, sur le plan administratif, du côté de l'Assemblée nationale, de plus en plus, ça va dans tous les sens? Qu'est-ce qui fait problème? Le Cameroun va dans tous les sens. Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale est illustratif, effectivement, de ce que je viens de dire, le Cameroun qui va dans tous les sens. Parce que l'Assemblée nationale, nous l'appelons souvent Auguste Chambre. Est-elle encore une Auguste Chambre? Est-elle une chambre qui convie la dignité? Non. Lorsque l'on regarde les faits, non. De plus en plus,
des documents hautement confidentiels signés du président de l'Assemblée nationale sont sur les réseaux sociaux. Cette porosité est indicatrice de la déliquescence de l'administration parlementaire dans notre pays. Et ça montre clairement le niveau de compétence, ou devrais-je dire la sénilité de celui qui dirige cette chambre-là. Je voudrais vous rappeler que c'est ce monsieur-là, président de l'Assemblée nationale, qui, quelques années avant, avait publiquement participé à brûler les t-shirts et autres effigies du MSC. Je dis publiquement, il ne s'était pas caché. Il était accompagné d'autres ministres. À l'époque, nous avions porté plainte au tribunal militaire de Yaoundé. Parce que, oui, nous interprétons ça comme un cas de terrorisme. Et nous évoquions à ce moment-là la loi contre le terrorisme de 2014. Parce que, oui, ils ont fait peur aux populations en brûlant de cette manière-là les t-shirts et tout de MSC. Donc, comment voulez-vous que tout un président de l'Assemblée nationale puisse poser un acte de terrorisme pareil, sans aucun rappel à l'ordre de sa hiérarchie? Parce qu'au Cameroun, il faut savoir que la hiérarchie du président de l'Assemblée nationale, c'est M. Paul Biya. S'il dit que tu n'es plus là, tu n'es plus là. Il faut éviter de faire croire que... Le président de l'Assemblée nationale au Cameroun est élu. Laissez ça. Ça, c'est les mots. Comment ça, on laisse? Laissez ça, c'est les mots. Il est désigné. Vous le savez très bien comme moi. Moi, j'ai souvent suivi les élections à l'Assemblée nationale. Laissez cette l'heure-là. On fait quoi qu'il y ait élection? Il n'y a aucune élection. Le président de fait, Paul Biya, décide dans sa chambre de qui sera président. Et non, comme il veut partir de leur parti majoritaire à l'Assemblée. Comme il veut partir, il s'entoure avec de ces vieux qui, comme lui-même, il fait tout pour qu'ils soient ensemble. Tu veux partir, tu te dis non, on est dans l'affaire, si on est tous ensemble, on va partir au même moment. Non, je dis, lorsqu'on respecte un pays, il faut éviter de laisser perdurer des situations comme celle que l'on vit actuellement à l'Assemblée nationale. L'honneur de notre pays a été souillé. Pas seulement dans le cas de la RCA, il y a d'autres missions. Il y a d'autres missions, d'autres faits où on s'est rendu compte que l'honneur de notre pays, à cause de l'Assemblée nationale, a été souillé. Je ne veux pas vous rappeler ce qui s'est passé au Parlement africain avec l'un de nos compatriotes, émanation du pouvoir en place. Comme disait le président élu Maurice Kamto hier, on pensait avoir touché le fond, mais nous n'y sommes pas encore. Chaque jour, on se rend compte que le fond n'est pas encore atteint, tellement il y a des scandales. Et à l'Assemblée nationale, il y a tellement de scandales. Chaque jour, il y a des scandales à l'Assemblée nationale. Et qui? Ça tourne autour de qui? De la première personnalité de l'Assemblée nationale. Et leur patron, leur grand patron, M. Paul Biya, ne fait rien. Merci beaucoup, Justin Noir. Pierre Blériot-Niémec, j'insiste pour que vous ayez également un temps de parole pour parler justement de ce sujet. Nous allons parler du tribalisme tout à l'heure. C'est vrai également que Niek l'évoquait déjà tout à l'heure aussi, parlant justement de l'Assemblée nationale. Quand vous regardez un peu ce qui entoure le président de l'Assemblée nationale, ça saute à l'œil nu que le président de l'Assemblée nationale ne dirige qu'avec ses frères. Il y a également un autre fait, Pierre Blériot-Niémec, on a tous connu le secrétaire général, l'ancien, M. Gaston Komba, selon certains spécialistes, qui abattait pourtant un travail formidable sur le plan administratif de par sa rigueur du côté de l'Assemblée nationale. Mais on a vu comment le staff du président de l'Assemblée nationale, qui sont majoritairement constitués de ses frères, ont tout fait pour chasser Gaston Komba en tant que SG de l'Assemblée nationale, qu'elle est malpropre. Maintenant, l'Assemblée nationale, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que Gaston Komba allait faire là-bas? Il allait travailler. Le Cameroun est partagé. Ah bon? Il ne faut pas déranger les gens. L'Assemblée nationale est la propriété de Kava Yeye Djibril.
Mais c'est dangereux. Qu'est-ce que combat? Bon, si on te prend quand même, on te met là, il faut obéir. Non, vraiment, c'est partagé comme ça. Pour ceux qui ont la mémoire qui va un peu plus loin, avant le très honorable Kaba Yegué Djibril, l'Assemblée nationale avait été donnée aux Nozo, ce que nous appelons aujourd'hui Nozo. C'est-à-dire que le Grand Nord, les Grands Nord avaient le premier ministère au Cameroun. Et le premier ministère avait de la substance. Quand on a enlevé au premier ministère sa substance, le Grand Nord a dit que nous, on ne veut plus la faire là. Donnez-nous quelque chose. C'est pour cela que le président de l'Assemblée nationale met les gens dans toutes les administrations. Il est là pour sécuriser la partie du pouvoir qui est dans le Grand Nord et c'est le plus grand vivier électoral. Donc, Komba était perdu là-bas. Je ne sais pas ce que la cuisse de poulet fait dans le poème. Il était donc là-bas comme ça et il a voulu faire entendre une autre voix. Le texte est la vocale audio du président de l'Assemblée qui l'a chassé. Oui. Et il a dit aux autres députés, moi je le chasse. C'est comme ça. Donc il était perdu là-bas. Moi je crois que c'est ça. Le président de l'Assemblée nationale ne travaille pas avec ses frères. Pourquoi? Puisque tout est politisé. S'il ne travaille pas avec ses frères, c'est vous qui irez dire à ses frères le moment venu de voter le RDPC. Il faut qu'il travaille avec ses frères. Ceux qui sont compétents et ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, dans la plupart des ministères, moi je connais un ministre de la communication qui était du Grand Nord. À l'époque, j'allais rendre visite à ma tante et je me rendais compte que le ministère de la communication était devenu une mosquée. Je n'ai rien contre les musulmans, par exemple. Mais je n'ai jamais vu un chrétien transformer un ministère en cathédrale. Mais le ministère était devenu... Mais comme on a peur de nos frères de ce côté-là, on dit qu'ils sont plus dangereux que les anglophones. Ils font comme... Dans tous les ministères où vous avez un musulman ministre, le ministère est la mosquée. C'est là-dedans. Or, les lieux publics sont laïques. Les lieux publics sont laïques. À l'Assemblée nationale, allez là-bas. On fait les prières à l'Assemblée nationale. Mais allez vérifier. Chacun a son tapis là-bas. Donc, comme on n'avait pas de natte, ni de tapis. Il a mis le désordre. Donc, c'était un cheveu dans la soupe. Il n'avait pas sa place là-bas. Mais c'est regrettable quand même que nous soyons un conglomérat de villages qui veut s'appeler État. Non, c'est les villages qui nous gouvernent. Vous avez vu dernièrement, j'attaquais le chef de premier degré. Je parlais du chef de premier degré du Noun, Sa Majesté Nabil Njoya, qu'on appelle roi à tort. Je disais, dans une république, comment vous faites pour avoir les rois? Lui aussi, il a ce côté là-bas. On peut même tabasser d'autres chefs, les déshabiller. Nous sommes Il a dit prochainement, il a aussi signé un communiqué qu'aucune transaction de terre ne devrait encore se dérouler de ce côté sans son aval. Est-ce que ce n'est pas l'État qui gère les transactions de cette nature? Moi, je vous dis, c'est que le sultan a écrit. Effectivement, il a écrit ça. Bon, quand il écrit noir sur blanc. Quand il écrit dans cela, qui l'a rappelé à l'autre? Personne. Est-ce que le chef de Mebarkono peut écrire ça? Pas du tout. D'ailleurs, on a suspendu dans la Mefoakono les titres fonciers. Dans l'Union, le préfet interdit toute transaction dans le domaine national. Voilà. Le préfet dans l'Union qu'il a interdit. Mais dans le monde, c'est le chef de premier degré qui interdit. C'est le sultan. Le chef de premier degré. Oui, il est chef de premier degré. On peut l'appeler sultan ou quoi, mais il est chef de premier degré. Donc, c'est pour faire plaisir aux communautés qui, entre guillemets, font peur. Puisque nous allons atteindre le tribalisme. Il y a donc des communautés qui ne font pas peur. C'est-à-dire dans l'Union, et que un préfet dit qu'il n'y a plus de transactions. Et les Bassa, c'est qui? Sur 100 sénateurs, 0 Bassa. Vous faites peur à qui? Mais tentez de faire qu'il n'y ait pas de sénateurs de certaines communautés et vous verrez. Donc voilà le nœud. L'Assemblée nationale, je me résume, c'est la propriété de Kaba Yegué Djibril depuis 1992. Ceux qui veulent aller là-bas doivent se conformer à cette volonté. Merci beaucoup. Nous allons donc continuer à suivre cette actualité du côté de l'Assemblée nationale. Le temps pour nous de prendre une autre transition. Nous vous le disions en ouverture, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le président Maurice Kamto, a également fait une sortie hier. Il s'est sorti, nous manquait depuis un certain temps. On retiendra l'une de ses citations. On va le paraphraser. Le professeur Maurice Kamto a fait comprendre lors de cette sortie que si lui, il devient président au Cameroun, il assurera la sécurité du président de la République, son excellence Paul Biya, y compris de celle
de toute sa famille. Du coup, nous mettons ce sujet sur la table pour comprendre cette dernière sortie du professeur Maurice Kamto. Sylvestre Nyek, Maurice Kamto qui n'avait plus parlé depuis un certain temps est donc revenu sur la scène. Comment interprétez-vous ces mots, cette parole, cette prise de parole du professeur Maurice Kamto? La première chose, c'est que Maurice Kamto parle depuis. Il parle. Il a toujours parlé d'ailleurs. Quelquefois, il choisit de parler d'une chose qu'on n'attend pas. C'est-à-dire, il déclare manif en voulant pas la tenir pour communiquer sur l'interdiction. Il parle. C'est très politique. Maintenant, pour ce qui est d'hier, je dois dire que j'ai noté une des avancées qu'il faut savoir reconnaître. Professeur Maurice Kamto a reconnu, a remercié, a même célébré l'autorité administrative qui n'a fait que son travail. Il n'en a pas coûté, mais il l'a fait. Il a estimé que peut-être c'est une avancée, mais qui doit être généralisée. Ça, il faut savoir l'apprécier. La deuxième chose, c'est que le président Maurice Kamto a dit, et ça je croyais que j'ai l'impression que c'était nouveau pour moi, que son parti est fédéraliste. Il a dit, c'est une avancée claire. C'est-à-dire, c'est la politique de la clarté désormais. Mais il a surtout dit qu'il n'est plus question que le MRC manque un rendez-vous électoral. Et invité par conséquent ses militants à s'inscrire massivement sur les électorales. Évidemment. Avez-vous l'impression que le professeur Maurice Kamto regrette donc effectivement le fait qu'à un moment donné, il avait décidé de ne pas aller à l'élection? Je n'ai pas à juger ses regrets ou non. Je constate qu'il a dit une chose avant, une autre après. Pour moi, c'est une évolution. Vous voulez dire que, est-ce que quelqu'un ne te dira pas aussi que le professeur Maurice Kamto brille par une certaine incohérence? Non, moi j'appelle pas ça incohérence, j'appelle ça évolution. Il y a des incohérences dans les évolutions, mais moi je préfère m'en tenir à l'évolution. Il a dit une chose hier, que la plupart de ses militants... Maintenant qu'il demande à ses militants de se préparer et aller aux élections, et que son parti ne manquera plus une consultation électorale, est-ce que cela, lorsqu'il le dit, c'est qu'il critiquait avant pour ne pas aller à l'élection, est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce qu'il y a eu avancée de ce côté? Il critiquait par exemple le code de... Je voulais en venir. Oui. Vous savez, il est trop facile de refuser la nourriture que vous n'avez pas. Et les chrétiens, pendant le carême, refusent pour la plupart de manger la viande, alors que la moitié de ces chrétiens n'a même pas accès à la viande. C'est un peu ça. Lorsque vous ne contrôlez pas les institutions chargées de faire avancer le processus électoral, il est trop facile de dire que je n'irai pas tant que le code ne sera pas changé, alors que vous n'avez aucune capacité pour faire changer le code. Donc je pense pas que le président Maurice Kamto l'a compris et finalement il dit il vaut mieux qu'on s'inscrive. Et c'est vrai que dans les 11 millions de Camerounais potentiellement qui peuvent s'inscrire, si les 11 millions s'inscrivent et que les 10 millions au moins votent, il est plus facile de basculer de l'autre côté et de trouver dans le moyen de faire avancer la démocratie. Ça, je pense que c'est une évolution, il faut le noter. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le fait de dire que s'il arrive au pouvoir, il va protéger, lui, l'individu Kamto, la famille de Paul Biya et de sa famille. Et sa famille, non. Non. Il faudra... Moi, je suis de ceux qui pensent. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je m'en donne la liberté d'ailleurs. Parce que j'estime que la protection des hommes, de leur famille, de leurs biens est du ressort de la loi. Moi, j'aurais bien voulu qu'il nous dise, s'il arrive au pouvoir, il va monter un projet de manière qu'on puisse protéger tous les anciens présidents. Parce qu'en fait, ce qui bloque l'évolution de l'alternance, pas de la démocratie, c'est quelquefois la peur du lendemain. C'est-à-dire, quelqu'un est arrivé au pouvoir, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Il a posé des actes, il y en a qui sont bons, du moins qu'on a apprécié, d'autres pas. Lorsqu'il veut partir, il est hanté par le fait de savoir comment il va être traité, de comment sa famille va être traitée. Ça l'empêche de partir en paix. Et du coup, il a l'impression que tant qu'il n'est pas au pouvoir, sa famille n'est pas en sécurité. C'est un problème. Il faut vraiment acter ce problème et l'adresser. Et moi, c'est des choses de la loi pour dire, par exemple. C'est vrai que la loi protège l'ancien président parce que les sénateurs à vie. Mais on sait également que comme c'est constitutionnel, on peut changer la constitution. On a vu les gens qui hier étaient contre le changement de constitution qui l'ont changé. Donc le plus important pour moi, c'est un régime de loi. Oui, je ne suis pas là parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on vende l'homme. J'observe quand même que depuis un certain temps, on a vendu l'homme Paul Biya comme on a vendu l'homme Kamto au lieu de vendre le RDPC et le MRC. Si aujourd'hui il y a un changement notable, je l'observe, que de plus on parle du MRC et moins de l'homme, parce que la réalité c'est que les partis politiques doivent suivre à leurs leaders actuels. Je finis en vous disant qu'il faudra qu'on ait un régime
qui a comme encadrement les lois seulement et pas les humeurs et les volontés des hommes. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, le fait que le professeur Maurice Kamto le dise de manière claire, je dois rappeler que le professeur Maurice Kamto, au lendemain de l'élection de 2018, l'avait déjà également martelé lorsqu'il avait pris la parole en disant que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle. Qui s'engageait à protéger. Il disait également à cette époque qu'il s'engageait à protéger le président Paul Biya et sa famille, que le président Paul Biya n'avait pas le droit d'avoir peur. Alors, le fait pour le professeur Kamto d'insister sur cet aspect des choses, est-ce que cela ne sous-entend pas que si le président Paul Biya un jour n'est plus président au Cameroun, il aura un sérieux souci de sécurité? Bon, il y a des fortuités inéluctables. Ce qui s'est passé hier se passera aussi demain. Ce qui s'est passé dans la maison du canard adviendra dans la maison de la poule. On protégera Paul Biya comme il a protégé Ahidjo. Ça veut dire quoi? De la même manière. Lui, c'est comment il a protégé Ahidjo. Il sera protégé de la même manière. Il ne sert à rien de courir. Paul Biya était d'ailleurs le fils présomptif d'Ahidjo. Ok? Et il l'a protégé. Il sera protégé de la même manière. Donc, il ne faut pas lui promettre autre chose. Les précautions qu'on prend pour l'après notre vie ne dépendent pas de nous. Malheureusement. Parfait, ici. J'aime parler de la mort en parlant de moi-même. Toutes les précautions que Niemek peut prendre pour garantir à ses enfants si ou ça, quand il sera mort, s'arrête le jour de la mort de Niemek. D'ailleurs, à partir de la mort de Niemek, on peut même déjà dire aux enfants que ce n'est pas vous qui allez enterrer Niemek. Première chose, les enfants apprennent qu'ils ne vont pas enterrer Niemek. Deuxième chose, vous allez même quitter les biens de Niemek. Ainsi de suite. La manière dont vous traitez ce que vous aimez ou ceux qui vous ont fabriqué détermine la manière dont on va vous traiter. Sur les propos du président Maurice Kamto, je crois qu'il a voulu faire un appel de pied parce qu'il subodore que le président Paul Biya a davantage peur de ce qui pourrait advenir. Je ne sais pas à lui-même, le président Paul Biya, ou à la famille, parce que le président Paul Biya a plus de 90 ans. Vraiment, je ne sais pas quel est ce qu'on pourrait faire à Paul Biya pour que ça... Non, vraiment. Maintenant, si quelqu'un veut organiser ou pense à une chasse aux sorcières, je dis à la personne que l'idée n'est pas bonne pour la cohésion de cet État. Ok? Si quelqu'un imagine que si Paul Biya venait à ne plus être président, on organiserait une chasse aux sorcières, c'est-à-dire on se mettrait à rechercher les membres de la famille de Paul Biya. Je crois que si cette personne réfléchit très bien, son pouvoir ne pourrait même pas faire 3 mois. 3 heures. Parce qu'une telle idée rencontrerait une opposition tellement farouche. Si tu prends le pouvoir au Cameroun, laisse les vieux démons, continue ta route. Tu n'as donc même pas besoin de promettre à Paul Biya. Et de mon point de vue, le président Maurice Kamto ne prendra pas le pouvoir au Cameroun. Comment ça? Non, il n'y a aucun indicateur. Vous lisez dans une boule de cristal? Non, pas besoin de lire dans une boule de cristal. Il n'y a aucun indicateur logique qui le montre. Le pouvoir au Cameroun a été organisé depuis. Et principalement, les Bassa doivent encore attendre. Les Bamileke aussi. Ce n'est pas pour maintenant. Ceux qui répartissent le pouvoir n'attendent pas de voir un de ces deux-là, pour le moment. Qui avait prédit ça? Ojola et Mesmer. Depuis Mesmer et Ojola a continué. C'était des grands marabouts? On n'a pas besoin d'être marabout. Est-ce qu'ils sont encore là? Il y a un fou en Vogada, il n'est pas encore mort. Non, il est mort. Il s'appelait Sida, les gars de Vogada. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait Niemek, ça a été écrit dans un livre. Il consignait. Les Bassa et les Bamileke iront à étudier dans les milliards d'années. Dans les milliards. Mais tu dis bien que c'était un fou. Mais il disait vrai. Dans les milliards d'années. Sida, il est mort. Il me disait, les Bassa et les Bamileke iront à étudier dans les milliards d'années.
Donc voilà. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niamec. Je vais donner la parole naturellement à notre ami du MRC. Je l'ai fait à dessein pour qu'il prenne la parole en dernier lieu, pour qu'il écoute d'abord ce qu'on pense de son président et maintenant de leur mouvement. Alors, Justin Noir, le professeur Maurice Kamto qui garantit une sécurité à M. Biya en tant que président ou bien ancien président, lorsque lui, si jamais il est président de la République, sous-entend quoi? Est-ce que ce n'est pas, comme nous disait tout à l'heure Niek, la sécurité des êtres humains devrait être une affaire de loi et non des individus? Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas de notre faute si quelqu'un n'a pas la bonne information. Parce que le MSC a toujours été un parti qui promeut le fédéralisme. Même lorsque nous étions d'accord pour un État unitaire, nous disions clairement que c'est sous réserve d'une forte décentralisation. Donc, nous avons toujours été fédéralistes. Aujourd'hui, peut-être c'est plus accentué, d'accord. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que le mouvement pour l'instant du Cameroun n'a pas commencé à demander aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui. Depuis la création du parti, nous avons toujours demandé aux Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales. D'ailleurs, il y a des images qui peuvent l'attester, qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit Maurice Kamto trempé dans une mare d'eau parce qu'il allait demander dans les marchés aux Camerounais de s'inscrire sur les électorales. Contrairement à ce que j'entends et je lis par-ci par-là, non. C'est quelque chose, une politique que nous avons mise en place depuis longtemps. Parce que dès la création du parti, nous avons toujours dit que nous allons arriver au pouvoir par les unes. Comment arriver au pouvoir par les unes si les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales? Nous sommes contre toute forme de violence pour arriver au sommet de l'État. Cela ne peut se faire que par les unes. Et c'est pourquoi, entre autres, nous avons toujours insisté sur la réforme consensuelle du système électoral, ou tout au moins du code électoral. Et il vous souvient que nous faisons partie d'une plateforme de partis politiques qui ont travaillé à recueillir les contributions des Camerounais sur la réforme du code électoral. Et que le régime illégalement en place a refusé que la plateforme rende public le résultat de cette collecte-là. Parce qu'on ne peut pas dire que c'était les opinions ou les positions des partis membres de la plateforme. C'est des contributions qui ont été recueillies auprès des Camerounais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais les Camerounais doivent savoir qu'une copie du rapport avait été dressée à la présidence de la République, invitant d'ailleurs que le RDPC à nous rejoindre dans cette dynamique de réflexion pour la réforme du code électoral. Maintenant, je voudrais dire que il ne faut pas retenir seulement ce que vous voulez du discours. Hier, dans ce meeting d'installation, il faut le préciser, ce n'était pas un meeting, c'était un meeting d'installation du bureau fraîchement élu de la Fédération régionale du Centre 1, qui regroupe les départements administratifs du Fundi et de la Meufou à Famba. Nous avons, là aussi je réponds à l'une de vos déclarations, relativement aux félicitations, je peux dire ça comme ça, adressées à l'autorité administrative. Au remerciement. Oui, au remerciement si vous voulez. À la gratitude. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a fait à Japoma. Vous saviez que nous avons eu aussi un récepteur de déclaration à Japoma, même s'il est arrivé, il était tardif parce qu'il est arrivé un jour avant la manifestation. Mais il a là aussi remercié l'autorité administrative et remercié aussi les forces de sécurité qui étaient présentes. Sauf qu'à la différence de Yaoundé, à Douala, les forces de sécurité étaient plus présentes. À Yaoundé, elles étaient discrètes. Mais à Douala, c'était avec les canons en haut. Hein, parce qu'on connaît votre force à Douala, pour déranger quand même. Pour dire aux gens, non, ne venez pas au meeting, tout ça. Mais vous savez que ça a été.
Oui, c'est vrai, les forces de sécurité à Douala ont même refoulé les gens, ça je peux vous le dire. C'est-à-dire, les gens venaient et disaient non, repartez, vous allez où? Non, on va rentrer chez vous. Ça, je l'ai vécu, c'est pas n'importe quoi. Monsieur, non, est-ce que vous pouvez revenir à ma question maintenant, sur la déclaration forte maintenant, de Maurice Kamto? Il faut qu'on se le dise. Oui. Le président Kamto n'a jamais dit que désormais le MSC passe à toutes les élections. Le président Maurice Kamto a dit le MSC prendra part à toutes les élections de 2025. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne sommes pas un parti de boycott, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Vous n'êtes pas un parti de boycott. Nous aviserons au fur et à mesure. Pour l'instant, vous n'êtes pas un parti de boycott, monsieur Noir. C'est que les Camerounais, effectivement, nous ne sommes pas un parti de boycott. Le boycott, c'est un outil politique. De la dernière élection. Le boycott, c'est un outil politique comme les marches. Nous ne sommes ni un parti de boycott, ni un parti de marche. Ce sont des outils politiques entre nos mains que nous utilisons en fonction du contexte politique, tout simplement. Alors, je vous pose une préoccupation. Oui. Le professeur Kamto qui dit donc qu'il ira à toutes les élections de 2025. On sait qu'il n'est pas allé à l'élection, la dernière législative et municipale, parce qu'il estimait que le code électoral n'était pas bon. Alors, est-ce qu'on a revu ce code électoral ou alors le professeur Kamto, qui est certainement très introduit, c'est que d'ici 2025, le code électoral sera retouché? Je voudrais vous dire, nous sommes en politique. Oui. Et personne n'a la boule de cristal. Pour l'instant, nous sommes en 2023. Beaucoup de choses peuvent se passer. Un, d'abord. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le contexte évolue. Et nous fonctionnons avec ce contexte-là. Qu'est-ce qui a changé? Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Aujourd'hui, je vais vous dire, les Camerounais ayant compris l'entourloupe du régime légalement en place, sont mieux préparés à défendre une victoire. Parce qu'une victoire électorale, contrairement à 2018. Et nous disons, nous irons aux élections. Encore plus que si les choses se font naturellement, c'est-à-dire que si le RDPC, qui se dit trop fort, veut affirmer sa force, alors il doit respecter le planning des élections, c'est-à-dire le calendrier électoral tel qu'il est. C'est-à-dire que législative et municipale avant la présidentielle. Et croyez-nous, la loi permet de faire le contraire. J'ai dit, s'ils sont forts, j'ai été clair. Ça veut dire que s'ils sont forts en politique, s'ils sont forts. Papa, ici, je n'ai jamais vu un parti politique, encore moins le RDPC, donner à son adversaire des arguments. Là n'est pas le fouet. C'est pas le fouet. Vous pouvez donc être. Non, ce n'est pas un fouet. À moins que la question de Papa ici est pertinente. Peut-être que promesse a été faite au MRC. Que les législatives et les municipales. Peut-être que promesse, parce qu'il faut le dire aussi. Non. Un homme politique serein au Cameroun sait qu'il faut causer avec le régime en place. Oui. Non. Et je suis sûr que le vôtre aussi cause avec le régime en place. Non. Aucune compromission. Je parle d'une causerie citoyenne. Non, je comprends. Il avait un dossier dernièrement qu'il allait déposer au palais, non? Ce n'était pas lui. Attendez, laissez-moi poser une question, laissez-moi répondre. Il ne faisait pas au nom en tant que président du MSC, si je voulais. S'il était entré, il n'allait pas causer citoyennement avec le chef d'État. Il n'allait pas entrer. Il n'allait pas pour entrer. Il allait pour déposer un document. En tant que citoyen, pas en tant que dirigeant d'un parti politique. C'est quand même beaucoup, que Maurice Kamto soit juste un coursier. Non, mais le courrier était important pour le pays. Il est allé lui-même déposer auprès pour s'assurer que c'est vraiment arrivé. Parce qu'on a remis une décharge. Bon, maintenant, si vous voulez savoir qui s'est adressé, si vous voulez savoir qui s'est adressé, c'est pas lui qui vous le dira. Allez à la République. Comme là-bas, on place tous les documents sur les réseaux sociaux. On va vous dire. Ce que je disais quand même, c'est qu'il y a une causerie citoyenne entre Maurice Kamto et Paul Biya. N'essayez pas de me distraire, vous n'allez pas y réussir. Encore que j'ai une invitation à revoir le code électoral de façon constante, c'est une invitation à causer. Ce que je veux dire. C'est normal. Moi, je veux pas le mal. Ce que je veux dire. Non, c'est ce qu'il dit. Je réponds effectivement à ce qu'il dit. Ce que je veux dire, c'est que dans un pays qui se veut démocratie avancée, parfois ici va le nord, il faut, vous n'êtes pas modérateur, il faut respecter le calendrier électoral.
Ça doit pas être un outil de fraude. Parce que bouger le calendrier électoral à la guise d'un individu, c'est une fraude préélectorale. Et nous pensons que, puisque le RDPC, nous disant qu'ils sont forts, qu'ils gagnent sur le terrain, ils vont respecter le calendrier électoral et nous permettant à ce que les partis politiques se mesurent sur l'espace politique. C'est de ça qu'il s'agit. Compris, hein? Il y a une préoccupation. Oui, c'était d'ailleurs ma préoccupation principale. J'ai très bien compris vos préoccupations. Oui, voilà. Et moi, j'ai aussi les miennes. Mais vous répondez d'abord mes préoccupations. Je termine en disant que le président Kamto, hier, a rappelé que sur le plan social, nous vivons un moment inédit. La vie est de plus en plus chère. Il est allé jusqu'à rappeler même les prix de certains produits alimentaires sur le marché. Et je me suis rendu compte qu'il ne les connaissait pas. Non, malheureusement. Vous vous trompez. Mais il ne les connaissait pas. Non, il ne veut pas faire du catastrophisme, c'est-à-dire donner des chiffres élevés. Non. Les chiffres qu'il a donnés, aller dans certains marchés. Sur l'huile, ce n'est pas vrai. Ça existe. Non, ça existe. Mais de toute manière, ce qui est plus important, laissons l'histoire des prix. C'est que la vie est chère. La vie est il ne fallait pas savoir sur les détails des prix. La vie est très chère. Mais comment lui peut même parler des détails de prix? Est-ce que quand tu es pauvre? Quand tu n'es pas pauvre. C'est ce qu'il faut retenir. Quand tu ne pars pas au marché. Et lorsqu'il évoque la vie chère, ce qui attire l'attention de ceux qui nous gouvernent, de prendre les mesures idoines pour que les Camerounais qui suffoquent déjà puissent survivre. Je retiens que M. Noir ne veut pas répondre à ma préoccupation. Laquelle ça? M. Kamto, c'était d'ailleurs ma principale question, qui n'insiste à promettre une sécurité au président de la République et à sa famille, s'il est président de la République. Je voulais savoir, est-ce que M. Kamto, lui, sait que si le président Paul Biya n'est plus président, il sera en insécurité au Cameroun? Je pense qu'il a élagué le sujet. Il a élargi le sujet. C'est une préoccupation permanente, pas seulement au Cameroun, en Afrique, pour les anciens chefs d'État. Ils se disent toujours, je vais tout faire pour rester à la tête d'État jusqu'à ma mort, parce que si jamais je ne suis pas là, peut-être qu'on va m'envoyer en prison, comme ça s'est passé dans certains pays, comme peut-être ma famille sera menacée, etc. Et là, Maurice Kamto, un homme d'État, rassure notre grand-père national pour lui dire notre président de la République. Non. Il est grand-père aussi, donc je n'ai pas mauvais. Il est le premier des grands-pères. Il est président de la République. Il est le premier des grands-parents, donc ce n'est pas un problème de dire qu'il est grand-père national. Vous le dites peut-être de manière péjorative. Non, ce n'est pas péjoratif. Moi, je ne sais pas s'il va atteindre son âge, hein. Donc ce n'est pas péjoratif. Je suis très sérieux là. Monsieur Kamto a d'ailleurs salué son âge hier. Effectivement, donc je salue aussi son âge. Quand je dis ça, il salue son âge. Moi, mon grand-père ne vit plus. Hein. Mais certains, mon grand-père ne vit plus. militants du MRC passent le temps à se moquer du président en parlant de son âge. Non, là n'est pas le problème. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à cet âge-là, en Afrique, il doit se reposer. C'est ce qu'on veut dire. On respecte tellement son âge qu'il faut qu'il aille se reposer. Nous allons lire quelques préoccupations de téléspectateurs qui insistent pour ces dimanches. Ce que Maurice Kamto promet, tous les potentiels présidents du G11 l'avaient promis comme si c'était une faveur. Le président Paul Biya est un patriarche qui fait partie de l'histoire du Cameroun comme le président Ahidjo. Cela va de soi que lui et sa famille soient protégés. Un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, la presse camerounaise est à l'image du RDPC. Un autre message ce dimanche. Bonjour Info TV. Vous n'êtes pas sur Facebook, mais c'est un bon terme, un bon thème en cours, mais j'ai raté le début. N'y a-t-il pas de lien? Autre message rapidement. Bonjour, le programme, le président a peur parce qu'il sait ce qu'il a eu à faire au Camerounais et le Cameroun n'a plus d'élection. On va vivre ce que la Guinée équatoriale et le Gabon est en train de vivre. La dictature, je suis Willy depuis Kribi. Autre message ce matin. Bonjour. Et bon week-end à vous sur le plateau. Je voudrais simplement vous dire, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de liberté de la presse sans encadrement. Le président français Emmanuel Macron l'a rappelé dernièrement lors de sa visite aux États-Unis. C'est Georges et depuis Douala. Pour finir, très cher parfait ici, qu'il n'y a aucune liberté, fût-elle liberté de la presse, sans respect de la loi. C'est Georges depuis Douala. Autre message rapidement ce jour. Alors,
Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est une personne qui envoie une vidéo avec des explications. Je sais trop pourquoi. Nous prenons les messages au niveau de la simple messagerie. Bonjour, Perfecto. Comme tu dois avoir une dernière chance, mon nom est Mbappé. Je ne sais pas de quelle chance parle le téléspectateur. Bonjour le plateau. Dites à Monsieur Noir de ne pas profaner la chaîne et d'aller se noyer très loin dans son aigreur. C'est la Rose de Mbalmayo qui envoie son message. Je reviens à vous, Sylvestre Nyek, pour continuer et boucler justement cet aspect avec le professeur Maurice Kamto. On constatera quand même également, Sylvestre Nyek, que le professeur Maurice Kamto n'organise plus de marche. Est-ce que le fait d'avoir emprisonné certains militants du MRC n'a pas influencé justement la stratégie du MRC? Est-ce que ces emprisonnements n'ont pas eu un effet de peur au sein du MRC dorénavant, qui n'est plus très visible sur le terrain, qui n'organise plus des marches, par exemple? Parfois ici, je ne parlerai pas de peur, je parlerai de, disons qu'on a grandi. Et c'est lui-même qui le dit. Il a dit en remerciant les forces de maintien de l'ordre pour leur dire: nous sommes venus faire un meeting, pas une marche. Il a désormais peur des marches? Non, il s'est assagi. Parce que je vous ai dit au départ que nous, les hommes politiques, quelquefois, on choisit de faire quelque chose en refusant de le la faire. Si vous dites qu'il s'est assagi, cela signifie donc que ceux qui sont allés en prison devaient aller en prison. Je vous ai dit au départ, je suis un homme de liberté. Oui. J'estime que personne ne doit aller en prison pour ses opinions. Mais si on a des lois qui sont scélérates, soit on obéit, soit on s'y oppose fermement, de façon républicaine. Je m'explique. Ça veut dire que le totem, vous avez bien fondé pour interdire une marche. Parce qu'il est juge de l'ordre public. C'est pour ça que lorsque l'autorité vous dit que ne marchez pas, et la loi précise les conditions permettez, je sais que je ne suis pas dans le domaine. Oui, mais les lois permettez, la loi précise que le sous-préfet interdit une manifestation. Oui, s'il interdit, première chose, il doit motiver son interdiction. Oui, seconde chose. Et vous maintenant? Non, seconde chose d'abord. En attendant que vous m'invitez dans votre télévision, je réponds à M. Papa ici. Non, dites tout, il ne faut pas prendre il ne faut pas dire de manière parcellaire, c'est un ensemble. Oui. Il doit prendre la loi ce qui est notifié. J'ai dit les libertés. À l'organisateur. En matière de notification, c'est la chose la plus facile. En bon. S'il affiche, il a notifié. En bon, c'est pas ce que dit la loi. J'ai dit ceci. Non, ça c'est votre permettez. C'est pas ce que dit la loi. Lorsque vous interdisez une marche, vous ne marchez pas. Non. Vous attaquez l'acte. La loi dit, vous prenez un arrêté et vous le notifiez à l'organisateur. La loi est claire là-dessus. Donc il y a deux conditions. Un arrêté, de deux notifications à l'organisateur. Et je peux vous garantir que nous n'avons jamais été notifiés de la moindre interdiction de notre manifestation. Je ne parle pas de vous, je parle de la loi. La loi donne bien l'attitude au sous-préfet d'interdire les marches. Le support, c'est un arrêté. On est d'accord là-dessus. Lorsque je dis d'interdire, ça veut dire que je ne pense pas que je puisse interdire sans notifier. Oui, c'est arrivé. Mais monsieur, oulala, la violence des MRC, faut l'amener. C'est pas la violence. Mais attendez. Non, on parle de la question. Je ne vais pas vous laisser dire des questions. Vous n'avez pas voulu répondre. Moi, je réponds aux miennes, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas vous laisser des choses. J'ai dit ceci. Si vous allez en prison parce que vous avez bravé l'interdiction, vous devez aller en prison. Ah bon? Bien sûr. Donc les militants du MRC méritent. Tous ne sont pas là parce qu'ils ont marché. Tous ne sont pas là pour ça. On commence. Mais j'ai dit ceci. Non, je prends le cas de Bounisak. Apparemment, on l'aurait pris chez lui. Il n'était pas en train de marcher. Le professeur Foguet, il n'était pas en train de marcher. Mais au-delà de ça, ceux qui ont bravé l'interdiction menacent d'aller en prison, peut-être pas avec les mêmes peines que nous avons suivies. Mais il faut qu'on sache que la loi doit rester la loi. Maintenant, parfois ici, il faut qu'on se dise qu'un homme politique qui ne peut pas garantir à ses militants quelques strapontés à un moment donné, même en interne, ne peut pas être suivi pendant longtemps. C'est-à-dire que certains militants voulaient être maire, qui conseiller, qui député. Ils l'ont loupé le coche en 2020. Ils ne peuvent plus continuer à l'accepter. Et je pense que le fait pour le président Maurice Kamto de le comprendre, c'est la sagesse, c'est une évolution notable. Maintenant, par rapport à la peur, je ne pense pas que Maurice Kamto ait peur. Je pense qu'il a évolué dans la manière de penser, qu'il sache que ça ne sert à rien d'entraîner les enfants des gens
dans des marches interdites pour qu'ils aient en prison. Non, je dis des marches interdites. Pour moi, interdit veut dire illégalement. S'il a la preuve que ça n'a pas été interdit, il doit se faire tribunal, c'est pas annuler l'acte. C'est ça que la question. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niamek, il y a quand même également un reproche qui a été fait à Kamto. Tous les jours, les militants du MRC, lorsque nous les recevons sur les plateaux de télévision, ils rendent toujours hommage à leurs camarades qui sont incarcérés principalement à Douala et à Yaoundé. Le procès Kamto était avec eux. Le procès Kamto faisait comprendre à l'époque qu'il sortira qu'avec tous les autres militants qui sont en prison. Maintenant, Maurice Kamto a été sorti de la prison. Plusieurs militants sont restés en prison. Une telle attitude d'un chef de parti politique est-elle rassurante? Non, j'aime être honnête avec moi-même. Kamto a donné plus que beaucoup d'opposants ont pu donner pour leur parti. Celui qui a fait sortir Kamto de prison n'a pas accédé à la demande de Kamto de faire sortir tout le monde. C'est Macron qui a fait sortir Kamto de prison. Est-ce que Kamto ne devait donc pas justement faire pression? Kamto a demandé à Macron d'insister pour que tout le monde sorte. Biya a dit à Macron que je peux faire sortir Kamto et ses principaux amis. Le reste va rester là-bas. Macron ne pouvait pas déclencher la guerre contre le Cameroun parce que les gens du MRC sont en tant que grand leader de parti politique, est-ce qu'il n'était pas normal pour Kamto de dire, comme nous sommes solidaires, moi je ne peux pas retrouver la liberté et je laisse mes militants en prison? Non, ce n'était pas sage. Puisque je peux quand même vous renseigner que Kamto a beaucoup fait pour ces militants qui sont en prison. Vraiment, il faut dire les choses. Il est sorti, il a continué de se battre, il en a même déjà fait sortir beaucoup. De ce point de vue-là, je connais beaucoup de plus jeunes politiciens qui n'accepteraient même pas de passer une semaine en cellule au nom de leur parti politique ou de leurs militants. De ce point de vue-là, il a bien fait. Mais par contre, je n'accepte pas que le président Kamto ait refusé aux politiciens de son parti de pourvoir à des postes électifs. Vous voyez, il a tué beaucoup d'espoir. En général, ceux qui sont en politique sont des opportunistes en général. Quand vous voyez que... Beaucoup pensent que le président Kamto a brillé à ce niveau-là par un égocentrisme à nul autre pareil. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que quelqu'un comme Djamène fasse encore dans la vie? Lui qui savait qu'il allait être au moins député, sinon maire, je ne sais pas comment. Djamène n'a pas d'emploi et tout ça. Vous avez également Maître... Maître Ndoki a un emploi, mais Maître Ndoki voyait qu'elle a baissé en popularité. Une femme aussi intelligente, aussi... Elle est venue en politique pour avoir aussi un poste. Absolument. Et tous ceux, il y en a d'autres qui sont... Les militants du MRC pensent qu'on ne vient pas au MRC pour venir attendre des postes, mais on vient au niveau du MRC pour une idéologie. Non, Kamto ne doit pas transformer le MRC en religion. Ce n'est pas une religion, c'est un parti politique. On va en politique pour chercher les postes. On ne va pas là-bas pour réciter les versets bibliques d'une religion. Non. Et il s'est rendu compte que s'il continue dans cette logique-là, les gens vont vider son parti. Parce que la plupart de ceux qui font de la politique la font pour les postes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de l'idéologie. Pourquoi lui, il est allé à l'élection présidentielle? Pourquoi lui, il veut être président? Et les autres ne doivent pas aspirer à qui? À être maire, l'autre à être député, conseiller régionaux. Il a tué beaucoup d'espoir et les gens du MRC ont cela en travers de la gorge. Cela n'a pas rendu service à ceux-là. Qu'est-ce qui finance les partis politiques? C'est bien les élus de ces partis politiques qui reversent de l'argent. Non, les élus concourent au financement public du parti politique. Vous voyez ça? Donc, voilà, il y a plein de carrières, il y a des gens qui sont perdus là. Moi, j'ai un ancien camarade qui est dans le MRC. Je sais qu'il voulait avoir aussi une mairie quelque part. Ainsi, les gars sont perdus. Donc, ils lui ont dit, papa, vraiment, on t'aime beaucoup, on a supporté 5 ans, mais ne refais plus cela. Dès les prochaines élections, si Kamto tente de le faire, on va l'enlever de la tête du MRC. Parce que les gars du MRC veulent les postes. Ils sont comme la plupart des Camerounais, ils veulent manger aussi. C'est normal. Il y a très peu de Camerounais qui ont même déjà mangé. D'accord? Donc, il avait mal fait. Même s'il n'allait pas gagner beaucoup de sièges non plus, à cause du système. C'est vrai que Kamto avait été soupçonné à cette époque-là d'avoir été corrompu. Je ne peux pas en avoir la preuve. Il avait annoncé que le MRC ira à l'élection législative municipale. Et les gens, les membres du MRC ont commencé à composer des dossiers. Mais 2-3 jours avant,
quand tu es revenu pour dire qu'ils n'iront plus à l'élection. C'est-à-dire que ce changement de position brusque a fait en sorte que certains commencent à le soupçonner. De ce qu'il m'a été amené à savoir, c'est que le directoire du MRC a pris cette décision. Si Kamto est corrompu, nous en aurons la preuve. Avant, le directoire s'était trompé. Possible. Mais je dis, vous avez d'autres dirigeants politiques dont la corruption a été dévoilée avec le temps. Vous savez, les accointances entre le SDF, le chairman et le parti au pouvoir. On a compris par la suite qu'à force de résister, aujourd'hui, la femme du chairman se faisait soigner par les bons offices du RDPC, ainsi de suite. S'il y a une vérité cachée concernant Kamto, elle va aussi sortir. Parce que ceux qui corrompent les leaders des partis politiques finissent par les exposer le moment venu. Vous savez, le RDPC fait comme ça, on vous utilise. Mais à la fin, on présente au peuple ce que vous êtes. Donc si Kamto fait ami avec le RDPC, qu'il soit rassuré, on le saura un jour. Qu'il soit donc rassuré, on le saura un jour. Alors, Justin Noir, oui, vous voulez absolument dire oui, exactement. Oui, allons-y. J'attire l'attention des Camerounais là-dessus. Oui. Je crois que nous avons dit et redit. Le boycott des élections couplées de 2020 n'a jamais été une décision personnelle du président Kamto. Le 25 novembre 2019, le Conseil national, qui est un organe national prévu dans les textes du parti, s'est réuni au siège national à Oja et a pris par acclamation, j'y étais présent, par acclamation, je l'ai dit par acclamation, la décision solennelle et responsable de ne pas permettre la participation du MSC aux élections de février 2020. Nous avions à l'époque évoqué clairement les raisons. Et nous avons d'ailleurs dépêché auprès de nos militants, à travers tout le territoire national, des missions pour aller leur expliquer ces raisons-là. Moi, j'ai conduit la mission qui avait été envoyée au Nord. J'ai sillonné avec mon équipe tous les arrondissements du Nord pour expliquer cela à nos militants. Quelles étaient les Ça, raisons? aucun parti ne l'a jamais fait. Quelles que soient les raisons que vous avez pu évoquer, l'histoire nous a montré qu'elles n'étaient pas efficaces, ces raisons-là. Les gens voulaient... Donc maintenant... Les militants voulaient aussi des strapontins. Le directoire a dit, nous ne sommes pas... Vous voyez que ce n'est pas Kamto qui dit, c'est le directoire qui dit. Non, on fait dire au directoire. Nous ne sommes pas un parti de boycott ni un parti de marcheurs. C'est, je répète, des outils. Sachez que le CES, c'est des outils politiques. Tout à l'heure, et ça m'a fait bondir, vous avez dit le MSC est peu présent sur le terrain. Mais c'est faux. Nous travaillons, nous sommes présents sur le terrain. Si on n'était pas présent, on fait comment pour installer des bureaux régionaux partout? Mais c'est parce que nous avons des militants qui travaillent, qui apportent la bonne nouvelle, la nouvelle de la renaissance, l'évangile du changement dans la paix. Au Camerounais, c'est ce qui s'agit. Et en fait, vous pouvez craindre, c'est votre problème. Mais je dis les choses telles qu'elles sont. Je craignais que le MRC se transforme en un mouvement religieux. Pour que les Camerounais sachent qu'il faut un changement, mais un changement dans la paix, pas les unes. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux sont saturés. Vous voyez les non-militants descendre de faire Moi, je pense plutôt. Les Camerounais, j'observe et voilà l'élection. Monsieur Noir, même au niveau des réseaux sociaux, on constate quand même un essoufflement criard. Non, il n'y a pas d'essoufflement. Non. C'est la méthode peut-être qui a changé. Il n'y a pas d'essoufflement. La méthode a changé. Nous sommes en train de faire un travail de fond sur ce plan-là pour discipliner davantage nos militants. Vous êtes d'accord qu'ils étaient indisciplinés? Il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de discipline. Ça, il faut pas. Il y avait des débordements. Il y en avait. Et nous travaillons pour que, à l'intérieur, parce que nous leur disons, on ne peut pas. Vous les avez découragés au niveau des insultes? Non, on ne décourage pas. Oui, il faut ne pas insulter. Le président national fait des sorties sur ce plan en interne pour dire on n'insulte pas. Vous n'avez jamais vu un responsable insulter. Et donc, ils sont disciplinés depuis. Peut-être que vous essayez à l'époque, les responsables n'insultent pas, mais les autres militants peuvent insulter. Et là, maintenant, nous travaillons au niveau des militants pour les amener à ne plus commettre ces. C'est un peu ça. Donc, maintenant, je dis, nous sommes effectivement sur le terrain. Oui. Et quand vous parlez d'élection, vous pensez que moi, je veux pas être élu. Bon, vous savez très bien que j'étais candidat à la mairie de ça. Et d'ailleurs, je le serai en 2025 aussi.
Notre dossier était constitué. J'avais une liste de 50 personnes et j'ai payé de mes poches. Mais lorsque le Conseil national de mon parti a pris la décision de ne pas aux élections, j'ai applaudi. Très bien. Et j'ai assumé ne pas participer. Merci Il y a beaucoup. pas mal de raisons. Aujourd'hui, je vais vous dire même révéler une chose. Beaucoup de nos militants nous disent aujourd'hui que non, ils se rendent compte plus tard que si on allait passer à cette élection-là, notre parti n'existerait plus. Oui, je vais parler en détail, mais c'est la vérité. Nous allons lire d'autres préoccupations. Bonjour, monsieur Parfait ici. L'autre invité là fait partie des gens qui supportent la dictature du Cameroun. Je ne parle pas de Blériot. Vous parlez donc de quel invité? Autre message ce jour. Bonjour, chers voisins. Kamto promet d'aller aux élections en 2025, car il y aura les élections présidentielles. Je vous mets au défi que s'il n'est pas élu, il boycottera les prochaines municipales et législatives. Aujourd'hui, Bibou Nissak et autres sont en prison pour rien, car Kamto a négocié sa liberté, garantit le bien-être de sa famille et fait ami avec le parti au pouvoir, au point de décider d'aller aux élections à venir. Ça, la triste réalité est que c'est un égoïste. C'est Saïd DiCaprio, c'est une personnelle qui n'a rien à voir avec la réalité. depuis Garoua. Autre message ce matin. Le grand-père ne doit pas s'en faire. La loi de Moïse s'abattra sur lui. Je ne sais pas ce que dit la loi de Moïse. Perfecto, le boycott est une stratégie politique. Je suis d'accord avec M. Niek. Ce sont les lois qui doivent protéger ce sont les lois qui doivent protéger les anciens chefs d'État. Je suis aussi d'accord avec M. Niemek sur l'après-BIA. On lit un ou deux derniers. Bonjour Perfecto. Il y a toujours eu des intrus dans le MRC pour le discréditer. Tu donnes l'impression, en posant des questions sur le président Kamto, dit à suffisance, c'est que... Je sais pas ce qu'il dit, c'est que tu crois, et de lui et du parti, le MRC reste debout. Bon, un autre message, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour le panel, bien vouloir rappeler à mon frère noir que les raisons du boycott sont encore d'actualité. On ne peut pas réclamer la cohérence du parti au pouvoir et vouloir justifier les incohérences. Niemek a bien dit que c'est pas une religion. Je vous amène du côté de la France où une téléspectatrice nous dit « Je vous suis particulièrement, je réponds à ce monsieur qui dit, je cite, « C'est le président Macron qui a fait sortir Kamto et qu'il peut nous présenter une note officielle de Macron ?» La personne est vraiment en France. Nous, au Cameroun, quand on dit que tu es en France, c'est que tu es loin. Bon après-midi, monsieur Parfait, ici et à votre riche panel. Courage à vous pour le travail abattu. S'il vous plaît, il faut dire à monsieur Noir que les Camerounais ne sont pas dupes et que le mensonge n'a pas de longue jambe. Comme on le dit très souvent dans notre société, ramper à compte courant n'est pas une bonne stratégie politique. C'est Cyril depuis Touloum qui envoie le message. C'est une opinion personnelle qui n'engage que lui. Bonjour, Perfecto et à tout ton panel et surtout bon dimanche. Kamto mange derrière, mais il interdit à ses militants de manger. Papa Noir commence à te chercher. C'est Pancras de Guidère qui envoie le message. Je me cherche pas, c'est mon problème, non? Ça le concerne en quoi? C'est lui qui doit manger. Moi, je préfère ne pas manger, je fais ce que j'ai à faire, point. Merci beaucoup. Son problème là-dedans. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant le sujet sur le MRC. Nous prenons une dernière transition dans le cadre de ce programme Libre Expression. Libre Expression, tous les dimanches entre 11h30 et 13h30, nous prenons justement la dernière ligne droite avec ces derniers sujets inscrits à l'ordre du jour. Nous parlons du tribalisme. Tribalisme au Cameroun, à qui la faute? Les faits sont justement à la hauteur de tous les Camerounais. Le constat est justement également fait. De plus en plus, nous avons des mots, des propos tribalistes, des faits tribalistes, ce qui nous amène à se poser la question ce matin dans le cadre de ce programme. Tribalisme au Cameroun, montée en puissance de ce tribalisme, à qui la faute? Pierre Blériot-Niemek, je vous pose d'abord cette préoccupation. Sommes-nous d'abord d'accord qu'il y a une montée du tribalisme au Cameroun? Si jamais nous sommes d'accord, y a-t-il des causes? Bon, moi, je pense pas qu'il y ait une réelle montée du tribalisme. Je sais qu'il y a davantage des propos tribalistes ou des propos haineux, mais qui sont le fait d'une manipulation généralisée.
Donc je vais directement à votre question, à qui la faute? Ce que nous avons comme État a été forgé pour produire des conflits sociaux. L'État-nation, qui ne correspond pas à la réalité sociologique des peuples, a été conçu pour produire des conflits sociaux. Ça veut dire que, pour expliquer de manière triviale, si vous êtes un polygame, ça veut dire que vous avez plusieurs femmes, plusieurs enfants. Si les moyens dont vous disposez ne sont pas suffisants, à la base, il y aura des conflits. Maintenant, si la répartition est faite de telle sorte que certains soient privilégiés au détriment d'autres, il y aura davantage de conflits. L'État a consacré tous les pouvoirs, promettant aux uns et aux autres la satisfaction de leurs besoins. Mais l'État n'est pas capable de le faire. Du coup, les postes ou les poches de pouvoir sont le terreau de toute forme de conflit. Je veux dire que l'État promet ce qu'il ne peut pas donner et ainsi attise l'appétit de beaucoup sur lui. Lui, l'État, il devient l'objet des convoitises. Et ce sont ces convoitises qui se manifestent sous la forme verbale du tribalisme. Moi qui essaie d'étudier la société camerounaise, je me rends compte que le tribalisme en réalité au Cameroun est un tribalisme verbal. Il n'est pas un tribalisme effectif, c'est-à-dire dans les pratiques. Il y a certes quelques communautés qui ont développé un niveau de communautarisme qui donne à penser qu'elles ont une idéologie tribaliste ou encore sectariste ou encore suprémaciste. C'est pour cela que quand j'ai entendu que le MRC était fédéraliste, j'ai voulu poser la question de savoir si le MRC accepterait le fédéralisme communautaire. On ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est-à-dire que on ne connaissait pas l'idéologie du président Cabral Libi. Bon, il a écrit un ouvrage. Les hommes de culture. Monsieur Noir, vous n'êtes pas au courant de cet ouvrage. Les hommes de culture lisent pour savoir ce que c'est. Donc, ils ont les gens de. Monsieur Noir, dit qu'il n'est pas au courant de l'ouvrage. Bon, moi, j'ai lu et je crois que Cabral Libi s'est inspiré de ce qu'il a vu certaines communautés faire. Il a dit, si tout le monde fait comme ça peut marcher pour tout le monde. Mais à l'observation, ceux à qui cette méthode a réussi, dénient aux autres d'utiliser la même méthode. Ils se disent que si ça doit se passer comme ça pour tout le monde, nos privilèges vont être réduits. À la vérité, et je parlerai comme mon grand-père Ruben Oumniobe, nous ne sommes pas des détribalisateurs. Mais nous refusons que les luttes politiques se servent de nos tribus comme moyen d'accession ou de manifestation de leurs ambitions politiques. Nous reconnaissons la valeur historique de nos tribus. C'est de ces tribus que nous devons tirer la force nécessaire pour l'épanouissement de nos nations. Mais nous ne devons pas utiliser les tribus comme moyen de lutte politique. Sylvestre Nyek, sommes-nous réellement tribalistes au Cameroun ou alors c'est l'ordre politique, pour être un peu plus précis, ce sont certains hommes politiques qui veulent instrumentaliser les tribus à leurs fins personnelles? Parfois ici, il me vient de vous paraphraser mon maître. C'est un discours de 57. En 57, l'État du Cameroun n'existe pas. Mais le problème est réel, je rappelle. Que pour que Oumniobe soit représenté aux Nations Unies, il a dû faire des alliances tribales. Pour qu'on accepte qu'il parle au nom de son peuple. Il y en a une avec le Koulbeti, une avec le Solibabi, une avec le Koumze, une avec. C'est la réalité. Le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas dénier aux gens de se retrouver comme tribu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand la tribu devient un vecteur de recrutement, d'ascension sociale et de rejet de l'autre. Et là, il ne faut pas qu'on se trompe, parfois ici. Le fait de refuser d'adresser cette problématique de tribalisme nous éloigne de son règlement. Nous sommes un pays tribaliste, essentiellement. Ah bon? Essentiellement. Nous parlons de l'Assemblée nationale tout à l'heure, non? Tout à fait. Lorsqu'il y avait nos frères, je suis désolé d'en parler comme ça, de 2 régions anglophones du Cameroun, tout le monde sait ce qui se passait. Lorsqu'ils sont partis, que c'est allé ailleurs, on voit ce qui se passe. Prenez une entreprise, regardez le fichier du personnel, regardez le nom du DG, la consonance phonétique est claire. En fait, ceux qui se plaignent pour 2 raisons. Soit ils n'ont pas les moyens du tribalisme,
tel que je le décris là, soit alors il dénie aux autres de faire comme eux. Donc, nous sommes tous, chacun à son niveau, tribalistes. Pas tous. Moi, je ne le suis pas. J'ai dit, sauf ceux qui, par pudeur... Pourtant, j'ai les moyens d'être Ah tribaliste. bon, tant mieux. Mais parfois ici, c'est très grave. Et c'est un problème qu'il faut adresser de façon claire. Je vous prends, il n'y a pas très longtemps, on a vu, je crois dans le Mongo, une communauté se plaindre qu'une autre déporte leurs chevaux pour venir l'installer de force ailleurs. Parfois ici. Combien de Camerounais obéissent, connaissent même le chef de leur village qui est devenu un quartier à Yaoundé. Kounoumou est bien un village, non? Chaque communauté a tendance à obéir au chef de sa communauté qu'au chef qu'on ne connaît même pas. C'est du tribalisme, ça. Sylvestre Nyek, Oui, montée du tribalisme au Cameroun, à qui la faute? à nous tous. Mais surtout à ceux... Parce que moi, je peux être tribaliste seul. Mais il y a des communautés qui organisent le tribalisme. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'en politique... Certaines communautés sont-elles plus tribalistes au Cameroun que d'autres? Non, certaines communautés ont commencé le tribalisme avant les autres. Aujourd'hui, les autres veulent réagir. Non, moi, j'appelle ça du communautarisme. C'est la même chose. Pas Il exactement. y en a qui n'ont pas les moyens de... C'est le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience sur la réalité sociale. Lorsque vous êtes né, je prends le cas de Yaoundé. Vous êtes né à Yaoundé. Votre grand-père a accueilli tellement de gens parce qu'il pensait que c'était ses enfants. Et vous avez Je suis né à grandi Yaoundé, comme ça. mais je ne suis pas de Yaoundé. Non, je dis le grand-père a accueilli tous les enfants, pensait que c'est ses enfants. Oui. Lorsque 30 ans plus tard, votre cousin, qui parle notre langue, que vous ne connaissiez pas avant, vous rappelle que pour acheter le poisson, venez chez moi. Que vous n'êtes plus rien. Ça crée un sentiment de frustration et de révolte. Et c'est ça qui monte aujourd'hui. Ce n'est pas dans le tribalisme, mais c'est la révolte par rapport aux actes posés avant ou non Très bien. de l'accueil des autres qui fait problème aujourd'hui. Les gens se disent, mais on n'aurait pas dû. C'est ça le problème. Et quand on vous dit, je prends un exemple. Parfois ici. Je suis par là sur le plan légal. Nous avons 100 sénateurs. Oui. Et la loi dit qu'il y a 10 sénateurs par région, quel que soit par ailleurs le nombre de départements. La loi dit encore que pour être chef d'exécutif régional, il faut être originaire de cette région. Il y a des communautés qui ne sont sénateurs que là où elles sont, dans leur région d'origine. Il y en a qui vont au-delà. Est-ce que poser le problème est tribaliste? Non, pas du tout. C'est ça le problème. On dénie aux autres la capacité de se révolter, de prendre conscience. Non, mais si vous de êtes cette chose. une communauté qui n'a pas d'envergure, C'est ça le problème. vous ne pouvez pas accepter certaines choses si vous êtes une vraie communauté. Voilà le problème. Il y a des communautés qui ont accepté l'inacceptable. Oui. Quand elles le disent aujourd'hui, on a posé quelquefois la question des chefferies. Est-ce qu'en dehors des chefferies, ce que vous appelez chefferies de blocs, qui ne sont même pas des chefferies, est-ce qu'on déporte une chefferie de sa zone pour une autre zone? Non, la chefferie est liée à la terre. Merci beaucoup. Justin Noir, où est-ce que vous vous situez lorsque nous parlons de cette montée du tribalisme au Cameroun? N'avez-vous pas l'impression que cet aspect d'ordre tribal risquerait de tuer ce qui est véritablement devrait être important pour nous, c'est-à-dire l'amour de son pays? Oui, j'ai entendu quelque chose de grave. Quoi? Très grave sur ce plateau. Quoi? Et qui est hautement tribaliste. Lorsque mon frère Niemek, a dit que Maurice Kamto ne sera jamais président de la République de ce pays, c'est-à-dire à étudier. C'est pas ce qu'il a dit. Laissez-moi me tromper. Il ne sera jamais président de la République parce que il est Bamileke. C'est un Bassa qui disait ça. Et Oui, je sais de ce que j'ai dit. Vous avez parlé de Bassa et de Bamileke. Dire ce que j'ai dit. C'est ce que... Non, là vraiment... Laissez-moi parler. Laissez-moi finir. Non, vous m'avez cité. Attendez d'abord, vous allez parler. Moi, j'ai fini. Parce que quand je parle de Bassa, ça ne vous choque pas. Quand je parle de Bamileke, ça vous choque. Dites que j'ai dit Bassa et Bamileke. Pourquoi vous ne le dites pas? C'est parce que vous avez peur de Bamileke, non? Non, vous avez peur de Bassa. Il est Bamileke. Moi, c'est Bamileke. Merci beaucoup. Non, est-ce que vous avez peur de Bamileke? On va permettre M. Noir. Non, c'est dans ça l'origine du tribalisme. Non, je dis... Est-ce que vous avez peur de Bamileke? Ce qu'il a dit, cette déclaration-là est hautement tribaliste. Non, ma déclaration n'est pas tribaliste. Quand il parle réaliste d'un Bamileke et d'un Bassa, voilà. un chef d'État.
Voilà. Il n'a pas dit jamais. Mais ce qui me... Non, dans les milliards d'années. Dans les milliards, c'est jamais. Non, jamais. On va faire les jamais. Les milliards, c'est quoi? Une personne. Non, les milliards sont en vie. Donc, le Cameroun ne dit jamais. Le Cameroun ne finira pas. Dans les milliards, ils seront là. Laissez votre français, je parle le mien. Je dis, c'est jamais pour moi. Selon ce qu'il a déclaré. Moi, j'ai compris jamais. Donc, je dis, c'est hautement tribaliste. Vis-à-vis de qui? Il faut se le dire. Le tribalisme, c'est quoi? Le tribalisme n'a rien à voir avec l'amour que quelqu'un peut avoir envers sa tribu. Non. Le tribalisme, c'est quand vous voulez exalter votre tribu au détriment des autres. Et j'ai exalté laquelle dans mon laissez-moi terminer et continuer. Lorsque vous voulez utiliser votre tribu de telle manière à la prioriser par rapport aux autres, à proposer les positions d'emploi sur la base de l'appartenance à votre tribu. Là, c'est un problème. Est-ce que ce problème existe au Cameroun? Ce problème existe bel et bien au Cameroun. Oui, d'accord, on avance. Est-ce que certaines communautés ont exacerbé ce problème? Maintenant, je vais vous dire, la vérité est que sur le plan politique, le régime est également en place depuis les années 90, et je peux citer effectivement 92, utilise la division de nos communautés comme tremplin pour se maintenir au pouvoir. Je vous rappelle qu'en 92, les Camerounais se sont entretués. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu l'illusion de faire croire qu'ils doivent défendre leurs frères pour les bêtises et consorts et boulot, leur frère qui est Paul Biya. Je vous rappelle, il y a quelques années, lorsqu'on a annoncé la mort du président Paul Biya. Mais partout ailleurs, les Camerounais se pourchassaient déjà. Ce qui n'est pas normal. Et je veux dire que ça, c'est du fait des hommes politiques. C'est du fait de l'administration qui est en place. Encore, hein, malheureusement. Je vais vous dire. La réponse? Non, mais vous avez la réponse là. Lorsque vous allez dans les quartiers, on va chuter lorsque vous allez dans les quartiers, les Camerounais vivent ensemble. Ce n'est pas vrai. Moi, ça, c'est pas peut-être vrai. Laissez-moi, je sais ce que je dis. Les Camerounais les uns des autres. Non. Les Camerounais vivent ensemble. C'est les hommes politiques du régime qui leur disent que non, vous ne devez pas vivre ensemble. Moi, lorsque nous avons fait l'accident en EDEA, ce n'était pas ça. C'était à EDEA. Nous avons vu les Camerounais s'arrêter. Ils sont venus vers nous. Ils étaient Bassa, Bamileke, peu importe. Ils n'ont pas demandé, celui-là, il est de quelle tribu, c'est Mangsa, l'autre c'est Nangsa. Non, ils sont venus au secours des Camerounais. Donc les Camerounais vivent ensemble. Mais parce que les gens veulent se maintenir au pouvoir, veulent maintenir leurs privilèges, ils commencent à monter les Camerounais les uns contre les autres. Le discours devant le Conseil constitutionnel était quoi? Non, c'était les différents concours qu'il faut faire. Je suis déçu, monsieur Niek, que vous posiez une question. Je pense que vous comprenez. Parce que c'est vous qui devrez créer les autres. C'était en fait un discours de colère. Quelqu'un qui a vécu le tribalisme. Lorsqu'on est en colère, on devient tribaliste. C'était pas tribaliste. Il a dit, il a vécu ça. Moi, je vais raconter une anecdote. Pour que vous compreniez le discours de... je suis à mon atelier avec M. Thierry, le docteur Thierry, aujourd'hui docteur Thierry Okala. Nous sommes en train de coller les affiches. En 2018, on colle les affiches lors de la campagne électorale. Et puis, j'entends des gens qui... ils se disent, mais les Bamileke, ils pensent qu'on va arracher ça. Nous, on est avec Paul Biya. C'est du tribalisme, effectivement. Nous sommes... Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous sommes des Bamileke. C'est lorsque... Ah ça? Ça, c'est à mon atelier. Okay. Je dis bien mon atelier. C'est lorsque... Je voulais comprendre que l'on voulait être maire, on vous confond. Il s'appelle comment? C'est Rokola qui répond le premier en étonne. Il a dit, attention. Vous enlevez une seule affiche de Camto, nous enlevons 2 affiches de Paul Biya. C'est du tribalisme également. Non, on aurait répondu à la question. Donc c'est pour dire que en fait, c'est le pouvoir il est également en place qui promeut le tribalisme parce que ça leur permet de se maintenir au pouvoir en divisant les Camerounais, en montant la tribu au pouvoir. Merci beaucoup. Vous saviez, c'est pas moi de les minoritaires ne peuvent pas se maintenir avec le tribalisme. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin sur les 4 sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti a même
déjà les bonnes choses ne durent pas parfois. On dira merci à Blériot Niamey qui reste notre consultant. Merci à Roger Justin Noir qui est homme politique du MRC, secrétaire général adjoint. Et je félicite le président Kamto pour son discours vibrant hier à Mendon. Merci. Merci à Sylvestre Seignek, homme politique également, ancien maire de Makak. Il milite pour les idéaux de l'Union des populations du Cameroun. Vous allez retrouver ce programme en première diffusion cet après-midi à partir des 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir